quelqu'un de la gang là, pour me dire si ça a bien fonctionné. Ça fonctionne bien? Yes. C'est bon. Donc, je vais aller juste rapidement rechercher mon chat qui n'est pas loin. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on va c'est séparé en différents blocs, comme je vous disais. En gros, on va commencer par parler du groupe Ubisoft, donc Ubisoft, l'entreprise. Après ça, on va aller à Ubisoft Québec et Ubisoft Saguenay. Donc, plus dans le détail sur nos deux studios, parce qu'évidemment, on a des gens d'Ubisoft Saguenay qui vont se présenter avant de débuter. On va parler de programmation, évidemment. On a un expert qui est là avec nous pour jaser de programmation. Je pense que c'est le bout intéressant pour vous. Puis à la fin, bien évidemment, comme Justine l'a dit, on se garde du temps pour conseil recrutement pour vous aider, en fait, vous donner quelques lignes directrices là-dessus. Donc, c'est un petit peu le plan de match. Puis évidemment, il va y avoir des questions à travers tout ça. Donc, je vais laisser mes collègues de Saguenay, en fait, se présenter rapidement. Puis évidemment, ils vont avoir l'occasion de se présenter plus dans le détail tout à l'heure. Mais je vous laisse le panel. On peut commencer peut-être avec Sophie. Oui, merci David. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Mon Dieu, c'est vraiment une belle assemblée qu'on a. Moi, c'est Sophie, je suis coordonnatrice aux ressources humaines au studio de Saguenay. C'est assez récent, ça fait quelques mois que j'ai ce titre-là, mais je suis au studio de Saguenay depuis le tout début, depuis l'ouverture en 2018. Donc, moi, je faisais de la coordination de bureau, j'en fais encore. Alors, tu sais, je m'assure vraiment que tout le monde est heureux, qu'il manque à rien, tout ce qui est coordination avec les fournisseurs, toutes les demandes qui se passent au studio, c'est moi qui les reçois. Donc, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, je suis tout à fait apte à y répondre sur tous les volets, je peux vous dire. Peut-être pas pour la programmation, là, mais ressources humaines, ambiance studio, demande quelconque, je suis tout à fait à l'aise. Donc, voilà, je passe la POC à mon ami Daniel. Merci, Sophie. Ben, c'est ça, moi, c'est Daniel Bouchard. Je suis chef d'équipe informatique au studio de Saguenay. Je suis arrivé le même jour que Sophie, exactement le même jour. Fait qu'au tout début du studio, j'étais programmeur au départ, programmeur gameplay. Je suis devenu chef d'équipe un an après environ. J'ai déjà travaillé sur plusieurs projets AAA chez Ubisoft. Que dire de plus? C'est à peu près ça. Je suis content aussi de voir l'intérêt que le monde porte au stage chez Ubisoft. Puis j'ai bien hâte de vous parler de tout le côté programmation et programmeur chez Ubisoft un petit peu plus tard durant la présentation. Voilà. Cool, merci Daniel. Puis écoute, je n'ai pas été trop dans le détail de ma présentation à moi, mais ça fait près de 2 ans maintenant que je travaille chez Ubisoft Québec. Donc, je suis recruteur là-bas, donc je m'occupe de tout ce qui est recrutement dans les différentes équipes, les besoins, puis tout ça. Puis je m'occupe beaucoup aussi de la relève, donc tout ce qui est stage, tout ce qui est junior. Je fais des présentations dans plein d'écoles aussi, donc c'est mon petit nanan aujourd'hui. J'aime bien ça, faire ça, donc voilà. Mais je fais plein d'autres tâches connexes, évidemment, qui viennent dans une job de recruteur ou de spécialiste acquisition de talent. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Comme je vous ai dit, on est un peu serré dans le temps. Donc, la première partie, si elle semble expéditive, bien, c'est normal. Donc, je vous garoche l'information. Ça a l'air très Wikipédia, là, mais c'est le cas. Vous n'allez peut-être rien retenir de tout ça. Mais si vous retenez une chose, bien, ça va être vraiment le fun. Mais sur le coup, vous allez voir, c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur Ubisoft en général. Donc, on va commencer ça tout de suite. Donc, le premier blog, mais c'était vraiment de jaser d'Ubisoft, le groupe, donc l'entreprise mondiale. Là, donc. Et je vous ai promis des chiffres. Bien, on va en avoir des chiffres. Mais ça a commencé en 1986, en fait, cette histoire-là, en France. Donc, ce n'est pas une compagnie canadienne ou une entreprise canadienne et ce n'est pas été créé à Montréal non plus. On l'entend souvent. C'est vraiment une entreprise française, en fait, qui a été créée à Calentoir, en Bretagne. Et ça, c'est l'ancien logo, en fait, d'Ubisoft qui revient à la mode dans ses couleurs. Pour avoir magasiné au Simons en fin de semaine, c'est pas mal ça, les couleurs, en fait, qu'on retrouve. Bref, petite parenthèse. Moi, je l'aime beaucoup, l'ancien logo. Peut-être qu'il va revenir éventuellement. Mais présentement, c'est la genre de swirl, comme on peut voir sur ma casquette, là, qui est le logo officiel. Ça a été créé, en fait, par les 5 frères Guillemot qu'on a à Bubblehead aujourd'hui. Donc, on les voit ici. Évidemment, je ne vous parlerai pas de leur pedigree à chacun, mais en fait, lui qui est le plus connu, c'est Yves, qui est le deuxième. C'est le président de la compagnie en ce moment, depuis toujours. Et c'est lui qu'on voit un peu plus dans les médias, qui, par exemple, va présenter à l'E3, va commenter dans les médias ouvertement. Donc, c'est vraiment le président c'est la personne la plus impliquée, en fait, des 5 frères Guillemot. Les autres sont quand même tous pas très loin de l'entreprise, puis travaillent indirectement avec Ubisoft. On a plus de 15 franchises qui ont dépassé les millions d'unités vendues. Et on est un des leaders
de l'édition de jeux vidéo dans le monde. Ce que ça veut dire, ça, d'être un leader de l'édition de jeux vidéo dans le monde, c'est qu'on ne dépend pas de d'autres compagnies, en fait, pour faire nos jeux. Donc, on ne travaille pas avec d'autres compagnies pour les supporter dans le développement de leurs jeux. À l'inverse, on travaille sur nos propres franchises à l'interne. Donc, dans le groupe Ubisoft, on crée nos propres jeux et on les développe sous la bannière d'Ubisoft. Et non, par exemple, pour une autre compagnie qui aurait en fait une franchise qu'on vient supporter, par exemple. Donc, on est vraiment un éditeur de jeux. C'est ça la petite nuance, en fait. Donc, on est présent dans plus de 50 villes. C'est plus de 17 000 employés. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être pas loin de 18 000 au moment où on se parle. Donc, c'est un très gros groupe. Puis, je vous ai... on exclut la personne qui parle parce que je n'ai pas les talents pour faire une belle carte comme ça, mais quand même, je vous présente une petite carte ici pour les amateurs de géographie, s'il y en a. Ça vous permet vraiment de voir, en fait, où sont les studios Ubisoft, comment sont répartis et tout ça. Vous pouvez voir, en fait, là-dedans qu'il y a un gros volet canadien. Évidemment, il y a un gros pôle canadien avec Québec, Montréal, Saguenay, Toronto, Winnipeg. Donc, il y a plusieurs studios canadiens qui travaillent sur, selon moi, la crème des franchises qu'il y a chez Ubisoft. Et en Europe, évidemment, il y a énormément de studios également, là, notamment en France. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est pas... Les studios n'ont pas tous non plus la même vocation là-dedans. Il y a des studios qui sont vraiment là pour commercialiser le jeu, pour le marketing, ce genre de trucs-là. Il va y avoir des studios qui vont supporter, qui vont avoir des expertises dans leur studio, puis vont venir aider différents projets, un peu comme le studio de Saguenay fait en ce moment. Et il y a également des studios qui vont leader, par exemple, un projet. Donc, ils vont prendre en charge la totalité, l'entièreté d'un projet, par exemple, un Assassin. Et là, ils vont travailler sur Assassin's Creed, puis au niveau de la pensée créative, ils vont développer le jeu, puis ils vont évidemment avoir l'aide de plein d'autres studios à travers le monde pour être capable de livrer un jeu comme ça. Donc, c'est un peu ce qu'on peut comprendre de la dynamique. Ce qui est le fun d'avoir un gros groupe comme ça, mais on peut travailler avec des gens d'un peu partout dans le monde. Donc, ça nous permet d'avoir des belles échanges, des belles opportunités de formation, des belles opportunités aussi d'aller à l'étranger puis d'échanger avec ces gens-là. Mais c'est évident que malgré le fait qu'on est une entreprise française, il faut garder en tête que l'anglais est super important. Ça demeure quand même la langue de l'industrie puis la langue pour communiquer avec tout le monde. Donc, si quelqu'un n'a pas trop le goût d'apprendre l'anglais ou c'est quelque chose qui est pas très important pour vous, vous dites « Ah, je vais mettre ça de côté, je vais travailler sur autre chose », prenez le temps de l'apprendre, prenez le temps de travailler votre anglais, ça va vous ouvrir plein de portes, en fait, dans l'industrie. Donc, si c'est le jeu vidéo qui vous intéresse ou même peu importe l'industrie que vous allez travailler dans le futur, là, en développement, c'est super important. Donc, voilà. Écoute, je vais très, très rapido. Je ne veux pas trop vous écraser non plus avec mes stats, mais pour vous faire un petit peu un parallèle des projets qui sont faits, au Canada, ce que vous pouvez voir, c'est vraiment la crème des franchises. Comme je disais, là, Assassin's Creed, Rainbow Six, Watch Dogs, Far Cry, Foreigner. Je vais me faire cette anecdote-là, mais moi, j'ai connu Ubisoft avec Far Cry 1. Ça va peut-être parler à personne, là, mais peut-être Mathieu, peut-être Daniel, mais même peut-être Sophie aussi, mais en fait, Monsieur Net à Musique Plus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Avec Denis Talbot, je me rappelle, il parlait de Far Cry 1 comme quoi c'était un jeu révolutionnaire. L'intelligence artificielle était incroyable. Donc, moi, ça m'avait vraiment fait triper. Puis j'avais acheté le jeu, j'avais adoré. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à des jeux Ubisoft. Et qu'on a toute une petite histoire avec Ubi. Tout le monde, je suis convaincu, a déjà eu une expérience de près ou de loin avec un jeu Ubi. Pour ce qui est du pôle européen, en fait, c'est d'autres franchises, Just Dance, il y a Tom Clancy's, Rayman, il y a Ghost Recon aussi qui a été développé là, et Les Lapins Crétins également, qui sont plus du côté européen. Fait que ce que c'est le fun, en fait, c'est qu'on a des super projets du côté canadien qui sont accessibles pour les gens d'ici. Donc, c'est les gros AAA, les grosses bannières ne sont pas tous en Californie ou ne sont pas tous ailleurs dans le monde. Il y en a au Canada, puis il y en a des excellentes parmi les meilleures. Fait que ça ouvre vraiment des super belles portes, en fait, pour l'industrie. Fait que voilà, on va jaser un petit peu plus du studio de Québec. Est-ce qu'il y avait des questions sur ma partie Ultra Wikipédia du groupe Ubisoft? Non? Super, puis c'est normal, en fait, cette partie-là, généralement, est plus informative un petit peu. Donc, je vais jaser un peu du studio de Québec pour vous donner un peu plus d'informations sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Donc, par la suite, évidemment, Saguenay va prendre le relais pour parler du studio de Saguenay, vous donner un peu plus d'infos. C'est Sophie qui va prendre la balle. Donc, Studio de Québec, encore une fois, une très belle ligne du temps, gracieuseté de mon designer graphique parce que je ne suis pas capable de faire ça. 2005, fondation du studio. 2006, déjà 100 employés qui travaillent au Studio de Québec.
En 2010, on a fait notre première collaboration, en fait, sur Assassin's Creed. On a travaillé pour la première fois sur un assassin en collaboration. 2013, déjà 300 employés, ce qui nous a amené évidemment à avoir notre premier leadership sur un projet. Donc, on parlait de studio lead, qu'est-ce que ça faisait? C'est pour la première fois en 2015 qu'on a pu faire un assassin à Québec, donc qui était Assassin's Creed Syndicate, évidemment en collaboration avec bien plein de monde partout dans le groupe. En 2016, on a déménagé en fait de studio. On a dû agrandir, qui est le studio que peut-être d'entre vous connaissez, vous avez déjà vu à Québec pour ceux qui sont passés dans le quartier Saint-Roch et tout ça. Mais c'est notre bureau principal en fait qu'on a aménagé en 2016 qui est tout neuf. En 2019 déjà, 500 employés. Et on a également ouvert un nouvel espace de plus parce que malgré le fait que c'est tout neuf, on avait beaucoup d'espace, mais on a eu une croissance qui est très grande, fait qu'on a aussi un nouvel espace qui est juste de l'autre côté de la rue, sur Boulevard Charest, comme je vous expliquais. Et maintenant, on a 250 places disponibles aussi là-bas pour éventuellement y travailler parce qu'en ce moment, on s'entend, on est tous à la maison. Mais on en rejasera peut-être tantôt si vous avez des questions là-dessus. Et que ça nous amène aujourd'hui, évidemment, on travaille présentement sur Immortals Phoenix Rising. Je n'ai pas mis mon chandail, malheureusement. Je l'ai mis hier, donc je me donne une petite chance. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est une nouvelle IP, en fait, un nouveau jeu pensé puis développé au Québec et à Québec, donc directement au studio de Québec. Fait que c'est vraiment le fun, en fait, qu'on a pu travailler sur ce projet-là. On est vraiment été ailleurs complètement de ce qui se fait chez Ubisoft. On est dans le stylisé, cartoon. Donc, vous pouvez voir sur YouTube si ça vous intéresse du gameplay. Vous pouvez voir des trailers également qui sont disponibles sur YouTube. Juste marqué Immortals Phoenix Rising. Vous allez voir sur quel projet on travaille et qui va être disponible le 3 décembre. Donc, il fallait que je fasse ma petite plug là-dessus, donc mon placement de produit. Mais non, je vous invite vraiment à l'essayer. C'est super le fun pour avoir joué. Et voilà une autre belle ligne du temps, mais cette fois-ci, c'est pour les projets de Québec. On est encore dans le studio de Québec, donc collaboration avec Watchdog en 2014, comme je vous l'ai dit, lead 2015 sur Syndicate. On a collaboré sur Forerunner aussi et on a leadé également Assassin's Creed Odyssey qui est, que je disais tout le temps, qui est le dernier Assassin's Creed, mais là, c'est Valhalla, en fait, qui est le nouveau qui est sorti la semaine dernière. Il y a un peu de gens du studio de Québec qui ont travaillé là-dessus. Même Saguenay aussi, il y a des gens qui ont travaillé sur Assassin's Creed Valhalla. Qui est le tout nouveau dans l'univers des Vikings, mais celui précédent, Odyssey, c'était fait à Québec, donc le leadership était au studio de Québec. Et voilà, il y a une petite image aussi d'Immortals Phoenix Rising, qui est notre nouveau jeu. Et on continue notre survol express de Ubisoft Québec. Je vous ai préparé des petites photos, en fait, pour vous donner une idée de ça ressemble à quoi. Ça, Ubinor, en fait, c'est le nouveau building. Celui que je vous ai dit qui a à peu près un an, là, qu'on a agrandi encore. Ça vous donne une petite idée des couleurs, de l'environnement, ça ressemble à quoi. Et celui-là, c'est 2016, c'est Ubisud. Donc, le tour principal, c'est là où la majorité des employés se retrouvent. Vous voyez en bas à droite, là, je vous parlais de Saint-Roch, Boulevard Charest. Ça vous êtes peut-être rien si vous n'êtes pas trop promené à Québec. Mais ça ressemble à ça. En fait, on voit bien la bâtisse d'Ubisoft. Également, ce qui est le fun, c'est que dans nos environnements de travail, en fait, en haut à droite, vous voyez de quelle manière on travaille. Évidemment, c'est avant la pandémie, là, mais en ce moment, on est tous à la maison. Mais avant ça, on avait vraiment des open space qui étaient très ouverts comme ça pour que les équipes puissent collaborer ensemble, pour que ça soit le fun aussi de travailler. Donc, c'est vraiment des planchers qui ressemblent à ça. Évidemment, différents métiers, ils ont parfois des environnements adaptés, comme des gens en audio, par exemple, on a vraiment des petits studios pour eux, les gens en test. Mais pour ce qui est vraiment de la majorité des programmeurs, ça se retrouve un petit peu dans ce genre d'environnement-là à Québec. On a des super salles avec des thèmes comme des gros chats, le camping et tout ça. Donc, les salles de meeting sont vraiment le fun avec tous une petite couleur. Puis, on a également notre barista pour le café que je m'ennuie énormément, en fait. Donc, j'espère pouvoir y retourner un jour, mais c'est vraiment le fun. On a aussi un gym. Malheureusement, je n'ai pas de photo du gym. Mais écoute, il y a plein de services, en fait, chez Ubisoft Québec. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Assassin's Creed Odyssey, je vous en ai parlé un petit peu comme quoi on a l'idée de ce projet-là. Je vais juste vous donner une petite idée d'ampleur de projet. Qu'est-ce que ça nécessite de développer un jeu comme ça? On parle d'autour de 1000 talents qui ont collaboré sur le projet, donc 1000 personnes.
qui sont répartis dans 9 studios à travers le monde. Donc, quand on dit qu'on collabore avec d'autres studios, bien, ça en est une belle preuve, là. Donc, on n'était pas Ubisoft Québec seulement, puis on travaille là-dessus dans notre petit coin. Non, vraiment pas. On travaille avec plein d'autres studios pour venir nous aider dans la production. Et on parle de 40 corps de métiers, c'est même plus que ça. En fait, les métiers plus standards, à peu près une quarantaine, mais énormément de métiers. Ce qui veut dire que, évidemment, les gens sont plus portés à être spécialisés dans un domaine qu'à être un peu touche-à-tout. Donc, c'est rare qu'on voit un programmeur qui va faire du level design, du game design, qui va programmer. C'est plutôt rare chez Ubisoft. Les gens sont vraiment spécialisés. Donc, on va avoir des programmeurs gameplay, on va avoir un game designer, on va avoir un level designer, par exemple. Donc, c'est un petit exemple que je peux vous donner. Donc, voilà. Et on parle de plus de 3 ans de développement. Si vous posez la question comment ça prend de temps de développer un jeu comme Odyssey, bien, ça prend autour de 3 ans et demi. Évidemment, tout dépendant des projets, des fois, c'est un peu plus court, un peu plus long. Ça va vraiment dépendre de c'est quoi l'ambition du projet puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Une nouvelle IP, parfois, ça peut être un petit peu plus long. Lorsqu'on va amener un projet ailleurs, bien, à ce moment-là, ça peut aussi ajouter un peu de temps. Si on décide de développer, par exemple, du multijoueur ou du online, à ce moment-là, bien, il faut le prendre en considération dans le développement. Bref, il y a plein de critères qui font que ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 2 ans, peu importe. Donc, voilà. J'ai fait un bon sprint, je pense, de tout mon contenu. J'ai essayé d'aller vite, justement, pour qu'on puisse en couvrir le plus possible pour vous autres. Mais moi, ça fait le tour par rapport au Studio de Québec. Évidemment, c'est Sophie qui va prendre le relais pour parler de Saguenay. Vite comme ça, puis ça me surprendrait, mais vite comme ça, est-ce qu'il y avait des questions plus par rapport à Québec? Sinon, on va se rejaser vers la fin de la rencontre, évidemment, sans problème. Good. Super. Donc, je vois que mon micro a cogné un petit peu sur ma chemise. Je viens de lire ça dans le chat. Je vais essayer de régler ça. J'espère que ce n'était pas trop lourd. Fait que je laisse en fait le panel à Sophie. Tu peux y aller sans problème. Puis je vous remercie. Merci, David. Donc, oui, tu peux débuter avec la slide suivante. En fait, voici notre super studio de Saguenay. Ce qu'on a vu un petit peu avant, c'est notre aménagement final, notre espace qui est présentement en construction. Donc, ça achève. On a bien hâte que ça soit terminé. Ce sont nos locaux permanents qui s'en viennent. Voilà, merci. Donc, ça devrait ressembler à ça à la fin de cette année. Maintenant, pour la mission de notre studio, réunir les joueurs. En fait, Ubisoft Saguenay, on se définit comme un studio qui est online. On développe des expériences connectées qui permettent aux joueurs de se réunir puis d'interagir ensemble. Ce que ça veut dire, c'est que on veut vraiment que les gens, que nos projets, en fait, aient des twists connectés, qu'il y a des twists online. Et puis, pour ça, on a besoin de tous les corps de métier pour faire ça. On ne fait pas que de la tech online. On fait aussi, on a besoin des artistes. Pour créer un jeu de A à Z, on a besoin de tous les corps de métier. On peut aussi penser à l'extension Twitch du jeu Hyperscape qui est sorti cet été, que Ubisoft Saguenay, c'est une partie de notre équipe qui a mis ça en place. Donc, c'était surtout des artistes UI et des programmeurs UI et online qui ont travaillé là-dessus. Mais ça démontre un peu que nos jeux, dans le fond, tous les projets qu'on veut aller chercher, les projets sur lesquels on travaille, vont avoir un côté qui permette que les joueurs puissent interagir ensemble. Pour nos moments marquants, donc l'annonce officielle, notre studio de Saguenay est tout jeune. On a 2 ans et demi d'existence, presque 3. Il a été annoncé officiellement le 5 septembre 2017. Il y a eu une conférence de presse ici à Chicoutimi à la place du citoyen. Yves Guillemot était présent, en fait. Yves est venu faire son tour à Chicoutimi. C'est très cool. Ensuite, on a ouvert officiellement le 9 février 2018 avec une conférence de presse encore. Et à ce moment-là, on a présenté les 20 premiers employés du studio. Donc, ça aussi, ça a été un événement assez marquant pour l'équipe, dans le fond, les premiers employés de l'équipe. Donc, nous sommes toujours en construction. Ça fait déjà un bon moment. Nos locaux devaient être temporaires et finalement, on a décidé de rester sur place. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment? On triple notre superficie.
Donc, notre but avec ça, c'est d'atteindre 125 employés d'ici 2 ans et demi encore. D'ici 2023, avoir 125 employés. Donc, il y a de la place en masse. On est en croissance en ce moment. Les premiers stagiaires qu'on a reçus sont arrivés en août 2019. Ce sont 4 stagiaires finissant à la maîtrise au bac en jeux vidéo ici à l'UQAC. Donc, on est vraiment fiers d'eux parce qu'on les a tous embauchés. Donc, on est super contents de les avoir. Ils font partie de notre équipe présentement. Et puis, on a ouvert notre gym. Comme nous aussi, comme à Québec, on a plusieurs services, dont le gym qui est tout nouveau, qui a 1 an d'utilisation en ce moment, qui est ouvert et puis accessible à tous les employés directement au studio. On est super contents de ça. Nous sommes présentement 73 employés, dont 3 stagiaires aussi. Donc, nous avons 2 stagiaires en programmation qui sont finissants de l'UQAC également. Et puis, une stagiaire qui est au bac en communication en ce moment à l'UQAC aussi, qui est avec nous. Donc, ça fait partie de notre équipe croissante. 27% pour la place des femmes. On est vraiment fiers de ça aussi. On prône la place des femmes en programmation. On aime bien ça. On en a 4 au studio de Saguenay. Donc, c'est quand même super pour le nombre de programmeurs qu'on a en place. Et puis, la moyenne d'âge du studio est d'à peu près 33 ans. On est un studio jeune puis dynamique. Ça bouge. Ça amène plein d'idées toutes fraîches. Les projets maintenant. Je sais, la slide oui, elle est longue à arriver, celle-là. Un petit bug technique. OK, on l'a eu. Elle est là. Donc, comme le Studio de Québec, comme David le disait tantôt, on travaille sur des franchises vraiment le fun. Même si on est en région, on a vraiment une chance merveilleuse là, de travailler sur des projets comme ceux-là. Donc, on commence avec Hyperscape qui est sorti cet été. On a une vingtaine de gens au studio qui ont travaillé là-dessus, qui ont développé l'extension Twitch, qui ont fait les menus du jeu également. Ensuite, on a une gang d'employés, on a une quinzaine à peu près d'employés qui travaillent sur la prochaine mouture de Rainbow Six qui va sortir prochainement. On a des programmeurs, des modeleurs 3D aussi. Et puis, on a certains employés, une petite équipe aussi qui a travaillé sur Valhalla. Donc, ça aussi, on est bien fiers que Saguenay ait pu mettre son nom sur le générique de Valhalla. Et puis, on a collaboré, il y a quelques gens aussi qui ont collaboré sur Odyssey et puis sur Rainbow Six Siege, déjà il y a 2 ans. Donc, voilà pour nos projets. Je vous laisse aussi avec des images du studio, comme un peu Québec. Tu peux passer assez rapidement. Ça démontre en fait nos équipes. On veut faire valoriser nos équipes en fait. Puis vous pouvez voir que ce sont des espaces aussi ouverts qui favorisent la collaboration entre équipes. Donc c'est super important pour nous d'avoir des gens qui puissent interagir ensemble aussi, puis travailler en équipe. Donc, pour le moment aussi, petite parenthèse, nous, on est une trentaine au studio en ce moment, sur les 70. Donc, on a encore la chance de pouvoir travailler sur place. Pour le moment, je ne sais pas combien de temps encore, si on va tous retourner à la maison ou si on va pouvoir revenir au studio bientôt. Mais étant donné qu'on triple notre superficie, on est encore capable d'avoir de la place pour tout le monde à 2 mètres de distance au studio directement. Mais bien sûr, le gym est fermé par contre. J'ai terminé pour Saguenay. Je vais passer aux valeurs d'Ubisoft, en fait. L'ADN, autant à Québec qu'à Saguenay, on a des piliers, dans le fond. Des piliers qui sont vraiment importants pour nous. Mais avant, il y a une question dans le chat. Il y a combien de programmeuses au total? À Saguenay, on en a 4 des programmeuses. À Québec, je ne le sais pas.
Je ne sais pas non plus. En fait, il y en a plusieurs. On a aussi des femmes, en fait, qui sont en position de lead aussi. Puis on a également des chefs de projet informatique qui sont des femmes. Le pourcentage est un petit peu moins élevé qu'à Saguenay. Saguenay, vu la proportion de femmes versus la grosseur de l'équipe, ça donne quand même un pourcentage qui est intéressant. Nous, c'est un petit peu moins. Évidemment, on essaie tout le temps d'aller en chercher plus, mais c'est pas toujours facile parce que c'est pas un métier qui a une prédominance très féminine. Donc, on essaie d'encourager les femmes à y aller, puis à s'impliquer, puis à s'intéresser à la programmation. Mais oui, il y en a beaucoup aussi à Québec. Je pense que la question n'était pas juste à propos des Non, hein? femmes. Non, c'est ça. C'était les deux sexes confondus. Les deux sexes confondus. Daniel, peux-tu m'aider pour le nombre de programmeurs total? On doit être pas loin de 25 programmeurs, certainement, à Saguenay, si c'est pas un petit peu plus. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais si je compte vite les équipes, là, on doit être à peu près 25-27 programmeurs. Je vais en parler tantôt, là, mais de toutes les sortes de programmeurs. Dans ce cas, maintenant que j'ai compris la question, en fait, je pense qu'à Québec, on est plus peut-être autour d'un 200 là, au niveau des programmeurs. Mettons qu'on réunit toutes les équipes, même les équipes support qui ont des programmeurs. Il y a des équipes BI, par exemple, et analytiques au studio. Donc, je dirais environ 200 là, pour ce qui est de Québec. Puis, oui, il y a d'autres questions. Mais je vais en parler tantôt. Oui. Je vais répondre à ces questions-là un peu plus tard durant ma partie. Je pense que ça va couvrir la majorité de ces questions du genre qu'est-ce qu'on recherche à Saguenay, quel type de programmeur on a. Oui. Fait que, on ne saute pas vos questions, on va juste y répondre un petit peu plus tard. Super. Donc, pour poursuivre, les piliers, les grandes valeurs d'ADN, comme je disais, les grandes valeurs d'Ubisoft, autant à Québec qu'à Saguenay, même à Montréal, je veux dire, on essaie de se baser vraiment sur les mêmes thèmes. Nous sommes humains, hein, nos studios sont vraiment à taille humaine. On a encore la chance de se connaître tous. On s'appelle par nos prénoms. Donc, on met vraiment l'humain au centre de nos préoccupations puis nos réflexions. Puis, étant donné qu'on se connaît, dans le fond, les employés, ils ont vraiment la chance de pouvoir communiquer leurs idées, puis de s'exprimer, dans le fond, ici à Saguenay, entre autres. On a un grand esprit d'équipe là, qui est ensemble. On veut que nos gens soient bien, qu'ils restent avec nous d'un projet à l'autre. Puis, avec ça, ben, on offre des horaires flexibles. Si on veut que les gens puissent passer du temps avec leur famille. On a des plages horaires là, qui peuvent être qui peuvent bouger en fait. Puis aussi, ben, on a plusieurs services, là, plein de services de santé, gym, et on a du fromage en grains tous les mardis. Ça, c'est vraiment notre twist saguenéenne. On aime ça. Les gens l'apprécient vraiment beaucoup. Ensuite, Tu sais, je peux peut-être ajouter, oui. ça parle beaucoup pour les deux studios, en fait. Ces piliers-là, ces valeurs-là se ressemblent beaucoup. Tu sais, malgré le fait qu'à Québec, on est rendu un petit grand studio, là, parce qu'on est 530 à peu près. Maintenant, ben, c'est certain qu'on essaie de garder cet esprit de famille-là, puis de ne pas tomber dans un studio où ben, il y a des employés numéro 367. Fait on a encore réussi à garder cet esprit de famille-là. On a des noms de personnes, on a les gens, on les connaît, on les croise dans les couloirs. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, ça fait un petit contraste quand même avec Montréal, puis loin de là, l'idée de venir piler sur Montréal, loin de là, c'est vraiment, il y a des projets là-bas qui c'est vraiment extraordinaire, puis il y a des opportunités vraiment qui sont grandes là-bas. Mais la dynamique est un petit peu différente. C'est un studio de 4000 personnes, par exemple, à Montréal, donc c'est un petit peu plus impersonnel, c'est certain. Puis c'est une grande machine. Donc, c'est le plus gros studio de jeux vidéo au monde. Donc, c'est certain que la dynamique est un peu différente qu'un studio comme Québec ou Saguenay, par exemple, où on a peut-être un petit peu plus un moins grand cadre, puis qu'on est plus dans un esprit de famille, puis de collaboration, puis les gens ont peut-être un petit peu plus d'impact dans leur travail, puis dans leur implication dans le studio. Fait qu'une petite parenthèse, je voulais faire, mais c'est vraiment, ça se ressemble énormément, en fait, d'un studio à l'autre. C'est bon. Et le facteur fun, bien sûr, on veut avoir du plaisir. On est dans un univers compétitif, on a des échéanciers serrés, on a des périodes de crunch, mais c'est pas tout le temps.
on vous rassure, et on veut pas non plus que ça se sente dans le fond. Donc, c'est important d'avoir du plaisir au travail. On met en place des choses pour être bien puis avoir du plaisir. On travaille dans des environnements détendus et agréables. Donc, ça passe aussi par l'organisation d'événements, d'activités d'équipe. On fait des parties de Noël, les lancements de jeux. Quand il y a un jeu vidéo qui sort, on fait un événement par rapport à ça avec l'équipe qui a travaillé sur le jeu et tout le reste du studio. On fait des barbecues d'été. On s'assure vraiment de divertir nos employés autant que les joueurs. On a des espaces aussi pour relaxer, pour se détendre. On a une table de ping-pong. Quand il y a des gens qui veulent se vider le cerveau, ils se lèvent, vont faire une petite game de ping-pong pendant une quinzaine de minutes et puis reviennent s'asseoir. Là, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, on a du fun aussi, pas seulement avec le studio, mais aussi on essaye d'intégrer aussi notre vie de quartier avec ça. Donc, c'est vraiment important. On travaille à rendre le milieu de vie stimulant. On fait des partenariats avec les commerces du coin. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos valeurs. As-tu des choses à rajouter, David? Non, c'est parfait. En fait, tu sais, il n'y a personne chez Ubisoft qui fait des opérations à cœur ouvert. Peut-être Daniel, il y a peut-être une expertise qu'on ne connaît pas. Mais tu sais, on est dans le jeu vidéo, on est dans le divertissement. Fait que tu sais, c'est tout à fait naturel pour nous autres d'avoir du fun, tu sais, au travail. Puis qu'on est quand même dans une industrie qui est stimulante. Fait qu'il faut en profiter. Fait que, non, c'est vraiment, j'ai rien de plus à rajouter. C'est pas mal arrimé aussi pour Québec. Donc, je te laisse y aller avec Nous innovons. Nous innovons. Donc voilà, oui, nous innovons étant donné qu'on est dans une entreprise également de technologie. On veut que nos jeux soient toujours les meilleurs, les plus efficaces, qui ont des contenus avec le plus de qualité, avec une meilleure qualité. Donc, ce qu'on veut faire, dans le fond, avec ça, c'est qu'à chaque projet, on essaie d'ajouter des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, comme l'extension Twitch dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose de totalement nouveau, de faire interagir les gens qui regardent les streamers, de les faire interagir avec eux, puis ils peuvent avoir du pouvoir, dans le fond, sur le déroulement du jeu en tant que tel. Donc, on veut innover aussi, mais pas seulement en techno, on veut innover dans toutes les sphères, hein, dans nos façons de travailler, dans nos façons de communiquer, dans nos façons de collaborer. Donc, on innove partout dans l'entreprise. On veut vraiment être une référence en termes de qualité de vie, puis en termes de jeu de qualité également. Je peux passer à la suivante. Et nous visons l'excellence. Bien sûr, comme je disais, on va avoir les jeux avec une meilleure qualité possible. Donc, pour viser le maximum pour chacun de nos projets, mais ça prend des gens passionnés. Nos employés sont passionnés de leur travail. Puis ça nous permet d'exceller, en fait. Que les gens soient vraiment heureux, qu'ils soient contents de se lever le matin puis de venir programmer. C'est ça qui les fait triper. Mais wow, là, on est vraiment content d'avoir une équipe comme celle-là. Et puis, pour exceller davantage aussi, mais on est à l'écoute de nos gens. On veut qu'ils se développent, on veut qu'ils se dirigent vers ce qui les passionne. Donc, on leur donne des possibilités. On donne la formation à l'interne. Si jamais il y a une formation externe qui se donne, on fait des partenariats aussi avec les écoles pour des formations pour nos employés. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on vise l'excellence. On est rendu autour de Daniel. C'est à moi, c'est à moi. Donc, oui, voilà, c'est moi, avec un petit peu moins de barbe. Je me rase moins quand on est à la maison. Donc, qu'est-ce que c'est être programmeur chez Ubisoft? Je fais un petit tour d'horizon rapide. Tu peux mettre tout de suite les 4 comme ça va leur permettre de les lire en même temps. OK. Premièrement, travailler sur des projets AAA. Chez Ubisoft, comme vous savez, on développe des jeux AAA. Donc, même à Saguenay, puis à Québec aussi, on travaille sur des projets AAA. Dimension internationale, c'est-à-dire qu'on travaille avec un co-dev, avec plusieurs studios. Il n'y a à peu près aucun jeu
chez Ubisoft qui est fait par un seul studio. Il y a toujours de la collaboration entre plein de studios. Comme hier encore, je parlais avec un gars de Bucarest pour un bug sur lequel je suis. C'est vraiment des trucs intéressants. Ça ouvre les horizons aussi de parler à des gens qu'à 9 h le matin, eux autres, ils vont se coucher. On a des outils maison, c'est-à-dire que chez Ubisoft, en général, on travaille avec nos engins, avec nos moteurs de jeu, puis on a toutes sortes d'outils autour de ça pour les faire fonctionner, des éditeurs, des tools de déploiement, un paquet d'affaires. Puis, ce qui fait qu'on a besoin d'un nombre de beaucoup de types de programmeurs pour nourrir ces tools-là. Bien sûr, technologie à la fine pointe. Vous l'avez vu, les engins de Ubisoft font quand même des jeux super intéressants avec des visuels très beaux. Odyssey, qui était vraiment exceptionnel. Je le plug parce que j'ai travaillé dessus. Après ça, on a Valhalla qui vient de sortir, qui est quand même super beau. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas essayé en 60 FPS, 4K sur les nouvelles consoles, je vous le conseille. Comme je disais, on a de la place pour tous les profils parce que on a un paquet de choses à faire. On a des tools, on a plein de tools comme des tools pour le RH, pour les ressources humaines, qui sont faites par des programmeurs aussi, qui sont utilisés par tous les employés d'Ubisoft pour voir leur dossier d'employés et d'autres choses comme ça. On a accès à de la formation. Ubisoft a un outil, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais bref, on a un outil avec un paquet de formations où quand tu as un temps libre ou quand tu as besoin de te former sur un truc qui t'intéresse ou même sur des trucs qui ne font pas partie de ton métier, tu peux aller sur cet outil-là, chercher des formations. Ça peut être des vidéos, ça peut être des présentations PowerPoint. Il y a même des fois aussi des formations physiques là, avec un prof en avant qui nous parle. Vaste expertise au sein des studios, bien entendu, étant donné qu'on a des gros projets AAA. Les jeux vidéo, ça ressemble à... On pourrait dire que c'est les plus gros projets informatiques qui existent. C'est sûr qu'il y a des trucs comme Google puis Windows, qui c'est des projets énormes, mais les jeux vidéo, c'est vraiment des gros projets. Ça prend une expertise assez extrême. Il y a des gens hors du commun dans les programmeurs d'Ubisoft, du monde avec une expertise et des talents vraiment particuliers. Surtout dans la gang qui fait les moteurs puis le 3D. C'est du monde là, vraiment talentueux. En gameplay aussi, on est bon, là. Mais c'est ça. Studio hors du commun, Ubisoft veut plaire à son monde. C'est pour ça qu'ils amènent des studios. C'est pas tout blanc puis tout neutre. Puis ils amènent des trucs vraiment uniques dans chacun de ces studios. Comme David l'a mentionné un peu plus tôt, les salles de meeting ont des couleurs, ont des thèmes. Comme à Saguenay, vu que tout s'appelle Saguenay au Saguenay, on a mis le Saguenay dans le milieu du studio. Dans le nouveau studio, on a une espèce de rivière qui passe à terre. C'est pas de la vraie eau, là, mais c'est coloré. Mais bref, c'est le fun de travailler chez Ubisoft pour ça. Multitude de services, David et Sophie en ont parlé aussi. Je ne repasserai pas là-dessus, étant donné le temps. D'autres aspects, le fun, horaire flexible. C'est quoi horaire flexible? Ça ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Par contre, ça veut dire qu'il y a des heures pour lesquelles vous êtes obligé d'être au bureau. Puis pour le reste des heures, vous les faites quand vous voulez. Pour les gens qui ont des familles, c'est peut-être pas encore votre cas, mais ça va venir. C'est super intéressant. Il y a des activités d'équipe. L'ambiance est décontractée, rassembleuse. Moi, je ne suis pas type veston-cravate. Je ne le serai jamais. Puis qu'on me demande pas de porter une cravate au bureau parce que je vais étouffer. Fait que c'est ça, tu sais, c'est peinard, là, comme on peut dire. Tu peux passer à l'autre slide. Donc, profil de programmeur. Bien sûr, on a des programmeurs gameplay. Tout le monde veut faire du gameplay. On aime ça faire sauter le bonhomme. Moi, je suis programmeur gameplay. Je suis chef d'équipe, en fait, mais j'ai une petite équipe de programmeurs gameplay. On travaille en ce moment sur le prochain Rainbow Six. J'ai travaillé aussi sur Odyssey. C'est des trucs... c'est vraiment passionnant de travailler sur des projets aussi big que ça. Je sais que je l'ai dit, là, mais la code base est tellement énorme. Tant qu'on n'a pas vu une code base comme ça, on ne croit pas à quel point c'est gros. Pour donner une idée, juste sur Odyssey, si je ne me trompe pas, il y a au-dessus de 200 000 fichiers dans le projet. Juste les points H, les points CPP, pour ceux qui connaissent un peu le C++. On a des programmeurs généralistes, bien sûr. C'est les hommes et les femmes à tout faire. On leur demande un peu de tout. Souvent, on commence généraliste chez Ubisoft, puis avec le temps, on se spécialise, soit en gameplay, soit en moteur, soit en online. Il y en a d'autres aussi dans la prochaine page qu'on va aller tantôt. Donc, moteur et 3D, on les a mis ensemble parce que pour moi, ils se parlent toujours, puis sont toujours ensemble parce que nos moteurs sont des moteurs 3D. Puis tout de suite, au départ du moteur, qu'est-ce que ça
ça nous prend? Mais ça nous prend du 3D super performant. Tantôt, il y avait une question, quel type de programmeurs les plus recherchés à Saguenay? Moteur et 3D en ce moment, super recherchés parce que ils sont rares. Ils sont rares les bons programmeurs moteurs et les bons programmeurs 3D. Si vous avez des talents là-dedans, si vous avez une passion pour ça, venez nous voir, on est toujours preneurs. Programmeur online aussi, bien sûr. Comme Sophie le disait, à Saguenay, on se considère comme un studio online. Puis on travaille sur des technologies super avancées online. En fait, des trucs dont je ne peux pas parler, mais des trucs de streaming vraiment particuliers qui devraient sortir dans les prochaines années. Puis c'est vraiment super intéressant pour les types qui aiment bien parler d'IP puis de streaming. Tu peux aller à la prochaine slide. On a des programmeurs UX, UI. Nuance UX, UI, c'est pas toujours clair dans ma tête, mais en gros, le UX, c'est l'expérience de l'utilisateur. Puis le UI, c'est ce qu'il voit, ce qu'il va vraiment manipuler dans l'interface. On a des prog AI aussi. Les AI, ça peut être un peu n'importe quoi, comme par exemple un système d'animation, mais c'est souvent contrôlé par un AI. Normalement, on parle d'AI, on parle du NPC qui se promène puis qui cherche son chemin, mais juste quelle animation je vais jouer selon le contexte, c'est un AI qui va s'occuper de ça en général. On a bien sûr des développeurs web, comme d'ailleurs vous avez vu que Ubisoft a changé un peu Uplay pour Uconnect dernièrement. Une grosse partie de ça qui a été développée à Saguenay par des développeurs web. Et on a bien sûr les tools guys. Ça, c'est nos amis parce que souvent, la job d'un programmeur, d'un designer, d'un level designer, n'importe quoi, même du monde qui font du modeling, ben, c'est des répétitions, puis des répétitions. Ben, les programmeurs outils vont nous aider à automatiser ces répétitions-là, à faire en sorte que notre vie soit plus facile, à nous fournir toutes sortes de trucs qui nous permettent de faciliter notre travail, justement. Puis en général, les programmeurs outils, je dirais que c'est ceux qui ont des connaissances un peu partout en programmation. Ils vont connaître toutes sortes de langages différents parce que l'outil, c'est toujours quelque chose qui va aller s'insérer quelque part où il n'y a pas vraiment le droit d'aller, tu sais. Puis, fait qu'il faut qu'ils connaissent un peu partout pour plugger les fils, pour brancher les fils, désolé l'anglicisme, entre tous ces trucs-là. Tu peux aller avec... je parle vite, hein, vous pouvez me ralentir. Là, on dirait que je vomis ça full rapidement. Il n'y a pas de problème, Daniel. Si jamais il y a des questions, puis ça, je les regarde du coin de là et je vais t'interrompre avec grand plaisir. Mais pour l'instant, c'est des questions que tu as répondues au fil de ta presse. Fait que je t'oublie pas. Il y a des questions. Good. Nos langages. En général, la plupart des jeux chez Ubisoft, nos engins qui nous appartiennent sont tous en C++. En tout cas, si vous connaissez le C++, vous savez que c'est un langage qui est très proche de la machine, puis en général, c'est lui qui c'est pas le plus facile, mais c'est lui où on est capable d'aller chercher le plus de performance. C'est pour ça qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé en jeu vidéo. Si vous voulez être programmeur de jeux vidéo, je vous conseille fortement d'améliorer vos habiletés en C++. C'est un must. Souvent, on va avoir du C# aussi. C# va être souvent utilisé pour les éditeurs. Parce que C#, c'est super facile de faire des fenêtres, de créer des box Windows puis des trucs comme ça. Fait que souvent, ça va être un jeu où le jeu va être en C++, l'engin est en C++, mais à côté, on a un éditeur qui est en C#. Il y a aussi toutes sortes d'autres langages qui sont utilisés, comme Node.js, Go, C# encore, Python. Ça, c'est surtout pour les tools. Les programmeurs web vont utiliser à peu près tout ce qui existe de dernière technologie dans le web. C'est pas tout à fait mon domaine, fait que je ne pourrais pas en parler beaucoup, mais vous pouvez vous dire que s'il y a une technologie qui existe et qu'elle est bonne et performante, ben Ubisoft va l'évaluer puis va voir où est-ce qu'il peut l'utiliser. En gros, c'est comme ça qu'on pense. Tu peux y aller avec la prochaine. Poste de travail. Sur nos postes, OK, ouais. Dans le fond, on a nos moteurs de jeu maison, bien sûr, mais on utilise aussi toutes sortes de ressources un peu partout pour vraiment améliorer nos performances puis travailler plus vite. Outlook, Teams, bien sûr, pour la communication. On travaille toujours dans Visual Studio. Je n'ai pas vu encore beaucoup de projets qui utilisent autre chose que Visual Studio chez Ubisoft. Par contre, IntelliSense, il faut le désactiver. Les projets sont trop gros, ils plantent.
Petite parenthèse. Jira pour tout ce qui est gestion des tâches. Puis Perforce et Git. On est beaucoup encore sur Perforce, mais tranquillement, pas vite, il y a un petit penchant pour Git qui arrive parce qu'on le sait tous, c'est le meilleur. C'est pas une opinion, c'est un fait. C'est à peu près ça pour ça. On a, dans le fond, le résumé de ça, c'est qu'on a beaucoup d'outils avec lesquels il faut devenir familier. Puis pour les gens qui aiment apprendre, pour les gens qui sont toujours à l'affût des dernières technologies, ben, c'est l'endroit à être. Là. Tu peux continuer. Perspective de carrière. OK, ben, dans le fond, un peu comme je vais parler de mon parcours un peu. Moi, j'ai commencé programmeur, puis rapidement, ben, on m'a offert de choisir un peu dans quelle branche je voulais aller. Il y a comme deux branches majeures chez Ubisoft quand on est programmeur. Tu as la branche un peu plus management, puis tu as la branche un peu plus technologique. Management, ben, c'est comme moi, c'est chef d'équipe pour finalement devenir après ça chef de projet. Puis c'est plus du management, de savoir quelles tâches qu'il faut accomplir, combien de temps ça va prendre les accomplir, combien de programmeurs ça nous prend pour faire le jeu. Après ça, on a le côté plus technique qui commence par un lead technique puis qui finit par un architecte technique. Ça, ceux-là, c'est ceux qui vont nous guider sur quelle décision technologique, quel outil on va utiliser, comment on va coder un système super complexe. Est-ce qu'on va utiliser de la réplication pour notre moteur online? Est-ce que toutes sortes de questions comme ça, en général, c'est les architectes et les leads techniques qui vont nous répondre. Après ça, on a les experts. Ce qu'on appelle un expert, c'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement faire du management, qui ne veut pas non plus devenir lead, technique ou architecte, mais qui est super connaisseur dans voyons, j'ai perdu le mot. Dans un domaine particulier, oui, merci, ma blonde m'a répondu, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ceux-là, on les appelait les experts. En général, c'est des programmeurs seniors qui sont super connaissants comme en engine, en 3D, en outils. Mouvement horizontal, pourquoi on a mis ça là? C'est parce que, oui, OK, on se spécialise chez Ubisoft, on devient un spécialiste en engine ou en 3D, mais il y a toujours moyen de changer de spécialité, il y a toujours moyen d'avoir plusieurs spécialités. Donc, ça, au lieu de juste monter par en haut puis de devenir chef d'équipe ou etc., bien, on peut bouger. Comme j'ai un employé en ce moment, un programmeur qui est programmeur gameplay, mais qui a beaucoup d'intérêt dans le son, puis dans tout le programming du son. Fait qu'en ce moment, il paye une formation pour qu'il devienne notre sound programmeur. Fait qu'il ne monte pas en grade si on veut, mais il bouge à l'horizontale. Fait qu'il y a moyen de se diversifier comme ça, puis on a besoin de tous les talents parce que Sophie en a parlé un petit peu, mais je peux le détailler un peu plus. Chez Ubisoft, Saguenay, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va prendre un morceau d'un jeu, puis on va essayer de le développer au complet. Pas juste la programmation, mais tout le morceau au complet. Fait que ça nous prend des programmeurs engine pour régler les problèmes d'engine qu'il y a dans ce morceau-là. Ça nous prend des programmeurs gameplay pour, bien sûr, comme je dis tout le temps, faire sauter le bonhomme. Ça nous prend aussi des prog online pour régler les problèmes de réplication et autres. Ça nous prend des level designers, ça nous prend des modeleurs, ça nous prend de tout et de tout. C'est pour ça que, tu sais, c'est intéressant parce qu'à chaque jour, on travaille avec des gens qui ont des connaissances complètement différentes de nous autres. Puis, je le répète, quand tu aimes apprendre, quand tu aimes découvrir de nouvelles choses, c'est vraiment le fun. Faut-il obligatoirement? Je pense que non. En général, c'est quand même un chef de projet, parce que ça, c'est chef de projet informatique. Il y a plusieurs types de chefs de projet. Fait que normalement, quand il y a informatique à la fin de ton titre, tu vas avoir passé par programmeur ou tu vas avoir une super bonne expérience là-dedans ou des connaissances là-dedans très particulières. Mais ça reste un titre de management, premièrement, sauf qu'il faut pouvoir évaluer les programmeurs puis savoir combien de programmeurs ça va prendre pour compléter les projets. Je répondais à la question dans le chat en passant si vous n'aviez pas compris. Tu peux passer à l'autre slide. Il y a une autre question, Daniel, en fait. Ah oui? Un programmeur spécialisé en machine learning, est-ce qu'il peut trouver une place chez Ubisoft? Oui, absolument, absolument. Le machine learning, c'est l'avenir dans tout. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a même des deep learning AI qui sont rendus, qui nous font des textures, qui nous font de l'anti-aliasing, qui font toutes sortes de trucs comme ça. C'est des technologies qu'on étudie chez Ubisoft, qu'on va utiliser très prochainement. Il y a aussi en réseautique, ça va devenir super important. On a d'ailleurs un employé,
un programmeur chez Ubisoft. Ceux qui sont à l'UQAC l'ont peut-être déjà rencontré, Valère Plantevin, qui est professeur à l'UQAC aussi, qui a quand même beaucoup de skills en machine learning. Il est avec nous autres. Il y a aussi tout le côté analytique et statistique des jeux vidéo. Nos jeux vidéo nous envoient beaucoup d'événements pour nous dire qu'est-ce que le joueur fait en ce moment, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a arrêté de jouer. Mais ces analyses-là utilisent beaucoup de machine learning aussi. Y avait-tu d'autres questions à part ça? Oui, tu avais une autre question, en fait. Oui. Est-ce un problème si je connais uniquement le C++ et le langage Maven? Donc, je Non, au contraire. Au contraire. C'est toujours le fun d'en avoir, de connaître plusieurs langages, bien sûr. Mais si tu es un spécialiste de C++, viens nous voir. Aussi simple que ça. On utilise ça, le C++, comme je l'ai dit, c'est un langage quand même assez complexe. C'est facile de mal coder le C++. C'est difficile de bien le coder. Fait que l'expérience en C++, c'est nécessaire. Puis, pour moi, le C++, c'est un langage un peu qui nous permet d'apprendre toutes les autres super facilement. Fait que tu commences avec le C++, tu vas te familiariser avec le C#. Le C#, c'est du C++ pour bébé. Fait que, voilà, pour répondre à la question. Tu peux passer à l'autre slide. Il y en a une autre? Oui. Besoins. OK, oui. Ça, c'est les besoins directs. J'étais un peu mêlé, j'ai tellement parlé. En 3D, en moteur, en online. Ouais, j'ai déjà un peu dit tout ça. Je ne pense pas que j'ai besoin de répéter. Mais oui, on a des gros besoins en 3D puis en moteur en ce moment parce que c'est très difficile de trouver des bons programmeurs en moteur puis en 3D. Si vous aimez les maths, si vous aimez l'algèbre linéaire, go, venez nous voir. Même chose pour l'online. Est-ce qu'il est préférable de se spécialiser dans le métier que l'on veut pratiquer? Je pense que les deux sont bons. Vraiment. On a des spécialistes super spécialisés. Puis on a des gars qui sont des hommes à tout faire ou des femmes à tout faire. Donc, il y a pas je pourrais pas dire qu'un est mieux que l'autre. Vraiment. Je peux passer à l'autre slide. Je pense que j'ai pas mal tout dit déjà ce qu'il y avait. Oui, en fait, tu avais d'autres questions, Daniel. Ouais, je vas-y. vais t'élancer comme ça. Je vais jouer le modérateur. Go. Quel profil est recherché pour un programmeur? Quel background ou capacité? Tu sais, c'est assez général. Je pense qu'on y a répondu un peu par métier. Est-ce que vous pouvez détailler les métiers et les tâches des programmeurs 3D? Donc, je sais que tu n'es peut-être pas en 3D, mais grosso modo, peut-être mettre un peu. Les programmeurs 3D, on le sait, là, tous nos jeux sont faits avec des polygones. Fait que, en général, ça va être d'essayer d'aller chercher plus de performance des machines actuelles, comme là, le PS4 puis le Xbox One, ça commence à être un peu vieux, mais nos jeux sortent encore là-dessus. Comment on fait pour être plus performant? Comment on fait pour sortir nos gros jeux qui sont pensés pour les nouvelles consoles? Comment on fait pour aller les sortir puis les rendre performantes sur les plus vieilles consoles? Bien sûr aussi, c'est beaucoup d'analyse des nouvelles technologies, développer des nouvelles technologies parce qu'il y a encore plein d'affaires qu'on fake dans les jeux vidéo, qu'un jour on va vouloir faire pour vrai. Comme je connaissais sûrement le ray tracing, mais avant le ray tracing, des ombrages puis de la lumière, c'est deux systèmes complètement séparés. Et ils se parlent même pas. Tandis que là, avec le ray tracing, on fake un petit peu moins ces systèmes-là. On fait plus réagir la lumière un peu comme elle réagit dans la vraie vie, avec des rebondis sur des surfaces, ça est absorbé à certains endroits, sortes de trucs comme ça. Aller plus dans le détail des tâches des programmeurs 3D, je pense pas que je pourrais. Ça pourrait être très long, en fait. Mais c'est surtout ça. C'est vraiment aller chercher des performances, aller corriger les mathématiques en arrière, toutes les mathématiques en arrière de ça. La 3D, c'est juste une projection d'un univers 3D sur un plan. Fait que, voilà. Oui, si vous voulez plus d'infos aussi, allez sur les différents studios Ubisoft, soit Québec, Saguenay, peu importe. Ils ont souvent des descriptions de postes qui sont ouvertes. En fait, pour un programmeur 3D, lisez-la, ça va vous donner une idée. Sinon, YouTube, Google, sérieusement, il y a plein de contenus gratuits qui vous permettent justement d'avoir accès à de l'info et de la formation. Ça vous donne une Puis vous êtes tous étudiants à l'UQAC, allez voir Éric Laberge puis Valère, allez leur poser des questions. C'est des mordus de ça. Éric Laberge, il donne le cours de moteur de jeu d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, que vous avez encore la chance, go. Après ça, les stages. Oui, je pense qu'on a déjà un stage d'affiché. Je ne sais pas si il est affiché, là, c'est vrai, ça a marché. Ouais, on a un stage d'affiché pour janvier 2020, un stage de programmeur. On n'est pas encore certain exactement ce que ce programmeur-là va faire. Parce que ça dépend. Souvent, on va choisir la bonne personne plutôt que le bon poste. C'est-à-dire, si le marché ne s'arrête pas de descendre, désolé, souvent, ce qu'on va faire, on ne veut pas manquer des perles, on ne veut pas manquer les meilleurs. Fait que des fois, on va
presque créer des postes pour les meilleurs. Si vous êtes le meilleur puis vous voulez faire du UI, bien, probablement que le stage, ça va être en programmeur UI. C'est comme ça souvent qu'on pense parce qu'on est encore un tout petit studio, on commence, on n'est pas beaucoup. On a encore la chance de pouvoir faire ça. C'est pas toujours vrai, mais pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. Comment on postule? Il est affiché à l'UQAC comme les sites habituels, comme les stages habituels. Puis aussi, il y a le concours Ubi. Dans le fond, à chaque année, Ubisoft fait un gros concours de jeux vidéo, de création de jeux vidéo. C'est comme un game jam, mais qui dure 10 semaines. Puis nous autres, on pige beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. En fait, je crois que tous nos stagiaires en programmation ont passé par le concours Ubisoft et on les a tous engagés d'ailleurs. Pas mal ça. Ouais, voilà. Un très bon clou. Très bon Ouais, j'ai clou. parlé beaucoup, beaucoup de Saguenay, hein, parce que je suis à Saguenay. Là. Je ne sais pas si il y avait des trucs différents avec Québec, là, mais pour les besoins et tout ça, j'ai parlé surtout de Saguenay. Mais il y a des besoins aussi à Québec. Je pense qu'ils vont être affichés un petit peu plus tard, par contre, à Québec. C'est correct, Daniel. En fait, je renchérirai vers la fin un petit peu plus pour donner de l'info par rapport à Québec. Pour l'instant, il y a un stage ouvert pour Saguenay. Puis, je vais vous laisser le panel aussi pour avoir l'occasion d'appliquer sur ce stage-là. De notre côté, notre affichage de stage est terminé. Mais en fait, donc, c'est le fun pour vous autres, en fait, de pouvoir justement prendre le temps de jaser de ce stage-là. Donc, moi, je n'ai pas de primeur pour vous, mais je vous reviens à la fin quand même avec comment on marche à Québec. Tu as eu plusieurs questions entre-temps, Daniel. Je les lis en ce moment, justement. C'est quoi le rôle d'un généraliste? Parce qu'en soi, chacun peut apporter des idées. Ben, le généraliste va être appelé à faire un petit peu n'importe quoi. Comme dans mon équipe Gameplay, j'ai un généraliste. En ce moment, il fait du gameplay. Comme je disais, souvent, les programmeurs chez Ubisoft vont commencer généraliste et se spécialiser par la suite. Comme je ne sais pas encore ce que j'aime, fait que je suis généraliste et éventuellement, je finis programmeur gameplay. Après ça, la R&D similaire à la forge, oui et non. C'est un petit peu similaire à la forge. On développe certaines technologies qui sont vraiment nées par le studio de Saguenay. La forge, mais nous autres, c'est surtout centré sur le online. Tandis que la forge, je ne suis pas super familier avec ce qu'ils font en ce moment. Peut-être, David, tu as plus d'informations que moi sur la forge, là, mais... Non, ben en fait, ils ont des programmes aussi pour communiquer avec les universités, pour être capable de justement faire des projets de recherche, par exemple, avec les universités, ce genre de trucs-là. Mais ce qu'ils font concrètement, c'est une bébite que je ne connais pas non plus parce qu'ils sont vraiment très situés à Montréal. Nous, on a un projet avec la Forge, avec l'Université Laval à Québec, où on a accueilli des étudiants, en fait, pour leur permettre de travailler sur un projet, puis ils étaient encadrés par un lead, en fait, en tous. Donc, souvent, ils nous ouvrent la porte à faire des projets, des collaborations avec les universités, avec les programmes. Donc, ça nous a permis beaucoup aussi d'aider Laval dans leur programme scolaire, donc de développer leur programme pour qu'il y ait un peu plus de jeux vidéo. Mais en gros, eux, de leur côté, ce qu'ils développent dans leur équipe, c'est vraiment difficile pour moi parce qu'il n'y a personne au studio de Québec qui travaille pour la Forge. En fait, ils sont tous situés à Montréal, puis c'est comme dans quelque chose de spatial quelque part, on ne sait pas trop c'est où, mais ils existent, puis ils font du travail d'R&D, en effet. Il y a une question également que tu as sautée, Daniel, donc je veux juste, peut-être, pour pas que tu l'oublies. Est-ce que Ubisoft travaillera maintenant principalement avec des moteurs de jeux next-gen? J'ai un peu la réponse, mais vas-y, Daniel. Ben, en fait, on n'a pas un moteur de jeu next-gen. On a plusieurs moteurs qui s'adaptent à la technologie sur laquelle ils vont rouler. On ne change pas de moteur à chaque fois qu'il y a une nouvelle console qui sort. On ne change pas de moteur à chaque fois que NVIDIA nous fait une nouvelle RTX X quelque chose. En fait, c'est des moteurs qui s'adaptent. On ajoute des morceaux dessus, on ajoute des technologies dedans, puis on les travaille pour qu'ils roulent sur ces nouvelles consoles-là. C'est le même moteur qui roule sur PS4, sur PS5, c'est juste qu'il y a des settings différents, en gros. Mais oui, en ce moment, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur ces consoles next-gen-là parce que dans pas longtemps, ça va être les grosses consoles. Puis souvent, on est des tripeux technologie, on veut montrer des belles images. Ben, ils sont capables de rendre des images beaucoup plus belles que les anciennes consoles. Fait, nos programmeurs 3D, eux autres, là, ils veulent avancer. Ils veulent sortir ils veulent utiliser les nouvelles technologies, c'est clair. Je n'avais vu une autre, c'est une petite question aussi. Oui. Là, il y a encore plusieurs, en fait. Hein. Tu veux-tu que en fait, je vais te lancer, je vais m'occuper de la vas-y. parce que j'ai presque perdu le fil aussi. Le concours Ubi est donc maintenu cette année. Je ne veux pas brûler de punch. Ça se pourrait. Après ça, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les inscriptions sont généralement avant l'hiver, donc avant Noël et tout ça.
C'est communiqué par l'université. Je suis sûr que Justine va vous lancer 1 million d'infos pour comment postuler. Est-ce que tu as déjà eu un peu d'informations? C'est supposé partir cet après-midi. J'ai discuté avec des professeurs chez nous. Oh. Alors, on a eu une rencontre hier à ce sujet-là, puis le courriel est supposé partir cet après-midi. J'en profite que j'ai le micro pour... je ne vous dérangerai pas trop longtemps. Mais dans le fond, tantôt, on parlait des offres de stage. En effet, les offres de stage, comme à toutes les fois, stage de premier cycle de cycle supérieur, c'est sur notre portail, sur notre site web, ucag.ca/DIM. Allez faire un tour là-dessus. Donc, oui, l'offre de stage pour le studio de Saguenay a été publiée hier. Si je ne me trompe pas, c'est moi qui s'en occupe. Puis, je fais une petite parenthèse. Il y a un étudiant qui posait une question si les stages sont pertinents pour quelqu'un qui a seulement une seule session de compléter pour le jeu vidéo. Pour les stages à l'externe sont surtout pour les étudiants à la maîtrise. Les stages pour les étudiants du bac en jeu vidéo, c'est souvent des sujets spéciaux, ateliers de jeu 1 et 2 qui sont faits à l'interne ici, puis qui sont à la 3e année de formation. Donc, il faut avoir accumulé 60 crédits pour pouvoir s'inscrire à ce cours-là, mais c'est carrément dans votre cheminement, donc il n'y a pas de démarchage à faire à ce moment-là. Vous allez en être informé par le biais de vos professeurs lorsque vous serez rendu à cette étape-là. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous repasse la POC. Merci. Super. Il y avait une question, en fait. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un background dans l'un de ces domaines de programmation pour être éligible à un stage? On s'entend, vous êtes finissant, vous avez un portfolio souvent ou du moins de l'expérience qui est plus scolaire. Si vous avez sorti de la boîte, vous avez fait des concours, vous avez participé à autre chose, vous avez tenté de développer vos compétences ailleurs qu'à l'école, ça va vous mettre en valeur. Mais on ne s'attend pas à quelqu'un qui a déjà de l'expérience comme programmeur engin, par exemple, si on va recruter un stagiaire. Parce qu'en fait, le stagiaire, on s'attend justement qu'il arrive motivé, prêt à apprendre et qui a déjà pensé un petit peu à qu'est-ce qu'il aimerait faire, puis c'est quoi ses forces. Puis à ce moment-là, les studios ajustent le tir, comme Saguenay va ajuster le tir, par exemple. Puis il va peut-être vous donner l'opportunité. Moi, je me trompe, là. Mais c'est un peu le même qu'on fonctionne à Québec aussi. Est-ce que Ubisoft travaillera maintenant principalement avec des moteurs de jeu Next Gen? On a déjà répondu. Est-ce qu'il y a des postes? Oui, est-ce qu'il y a des postes à pourvoir en réalité virtuelle chez Ubi ou dans les prochaines années? Pas à Québec. Je ne sais pas pour... J'en ai pas entendu parler non plus de mon côté à Saguenay. Peut-être. J'imagine que chez Ubisoft Group, en tout cas, oui, c'est sûr. On a déjà sorti des jeux en réalité virtuelle. J'imagine qu'il y en a encore d'autres qui sont en chemin, mais je n'ai pas plus d'informations que ça, malheureusement. Exactement. Puis de mémoire, ça a été développé en Europe, donc c'était un petit peu moins notre réalité, ce genre de projet-là, mais peut-être ça pourrait jouer un jour. Vous avez parlé d'un stage en janvier, mais offrez-vous également des stages d'été, comme cet été, par exemple. Donc, je vous laisse répondre. C'est peut-être plus Sophie qui reste tes infos là. Oui, Sophie, peut-être. Oui, certainement qu'on va ouvrir un stage aussi cet été. Donc, on n'est pas encore tout à fait rodé au niveau des stages, là, vu c'est notre première année qu'on a des stagiaires. Donc, on va essayer d'être plus à jour à ce niveau-là. Mais oui, on va ouvrir un stage pour la session d'été, certainement. Ça devrait être après les fêtes, là, plus vers février, mars, là, qu'on va commencer à faire les démarches pour ça. Nos étudiants à la maîtrise finissant la plupart du temps leur formation chez nous à la fin du trimestre d'été, qui est à peu près à la fin juin. C'est souvent à ce moment-là là, que les gens, pas qu'ils démarrent la machine, parce qu'idéalement, ça peut être fait avant la recherche de stage, là, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a le plus de puis jusqu'à maintenant, nos stagiaires, justement, qui terminaient à la session d'été, ont entré en septembre. Oui, c'est souvent ce cycle-là que ça suit. C'est ça. Est-ce que les stages sont faits à distance présentement, vu la situation actuelle? Ben, pour moi, c'est oui, pour Saguenay. Pour nous, en ce moment, nos 3 stagiaires, il y a seulement celle en communication là, qui est à la maison. Les 2 autres, nos 2 stagiaires en programmation sont au studio. Donc, on essaye de donner la plus belle expérience possible, donc en le permettant d'être directement en entreprise. Donc, c'est sûr que nous, vu qu'on a encore la possibilité, on essaie que ce soit le plus possible au studio. S'il y a des gens pour les encadrer, au studio également. C'est sûr que si le superviseur de stage ou la personne qui prend en charge le stagiaire travaille à la maison à temps plein, ben ça va être plus difficile de l'avoir sur place. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est selon la personne qui encadre le stage, où est-ce qu'il est
on va faire travailler les gens au studio. On laisse le choix aussi, par contre. Là. Mm. C'est pas obligé d'être au studio si vous ne voulez pas être au studio. Est-ce qu'il y a des opportunités en stage ou non en BI, en fait, au Saguenay, donc tout ce qui est donné? Je vous laisse Pour BI? répondre. Ouais, je sais pas c'est quoi BI. Tu m'excuses. C'est Business Intelligence, en fait. C'est les équipes de développement pour tout ce qui est analytique dans un. Oui, excusez, je suis pas à l'aise avec le terme BI. On a un programmeur à Saguenay qui fait de l'analytique. J'imagine que son équipe va finir par grossir, mais je ne penserais pas que ça serait tout de suite. Là. Il va y avoir des opportunités dans le futur, mais il n'y en a pas présentement. Voilà, parce que notre seul employé, il est quand même encore junior. Ouais. Donc, il n'est pas encore assez stable ou je ne sais pas comment dire, là, assez solide pour prendre un stagiaire avec lui, dans le fond. C'est ça. Mais il va y avoir des opportunités, c'est sûr, dans le futur. Pour ce qui est de Québec, en fait, on a une nouvelle équipe BI, en fait, qui a été reconstruite. On avait une qui travaillait avec Montréal beaucoup, mais maintenant, on a notre équipe BI. Et pour ce qui est des opportunités de stage aussi, pour nous, c'est la même chose. On est en train de solidifier l'équipe avant de prendre des stagiaires, mais ça pourrait arriver plus tôt qu'on pense. Donc, ça va être diffusé par le site de l'UQAC. Si jamais il y avait des stages. Comment ça se passe pour être un stagiaire en étant étranger? Et là, Justine, je sais que tu as tout ce qu'il faut pour répondre à ces questions-là, en fait. Puis toute la documentation, sérieusement, de ce que je comprends, est toute sur le site web de l'UQAC. Donc, je te laisse, Justine, peut-être faire ton petit topo là-dessus, mais je sais que tout se retrouve dans leurs mains. En effet, les étudiants étrangers, le processus, c'est sûr, le processus n'est pas différent par rapport aux étudiants québécois. Une fois que vous êtes inscrit, bien entendu, au cours, quand vous terminez votre formation académique, vous allez, je parle pour quelqu'un qui est arrivé à l'automne, donc qui a fait ses stages, qui a fait ses 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver, 2 cours à l'été. Vous allez être inscrit au cours de stage au trimestre d'été. Le statut étudiant international ou non ne sera pas différent en ce sens où si tous les documents que vous avez fournis au bureau du registraire, si votre statut est régularisé, il n'y aura pas de problème pour faire le stage. J'en profite pour dire qu'il va y avoir une rencontre préparatoire sur les stages qui va être présent. En tout cas, on va la faire en ligne. Ça va se faire en janvier ou en février. Cependant, j'invite les étudiants à la maîtrise à consulter le site. Je vais l'envoyer dans le chat, le site ucac.ca/dim/documents avec un S. Donc, là-dedans, il y a tous les guides de stage qui comprend énormément d'informations, tous les documents initiaux. Puis, il y a aussi la vidéo de la présentation qu'on avait faite au printemps dernier, que je vous dirais, à part quand je dis été 2019, si vous changez ça pour été 2020, ça risquerait de ressembler pas mal. On était déjà en confinement à ce moment-là, mais on va en avoir une autre. Du moins, ça peut vous donner pas mal d'informations en attendant la rencontre, dans le fond, qu'on va faire au trimestre d'hiver. Parfois, comme par exemple pour l'offre de stage qui a été publiée, il y a des exigences quand vous êtes étudiant, soit ils font un permis de travail ou un permis d'études, en tout cas, un permis d'études valide. Bref, c'est sûr que moi, je ne travaille pas au niveau de l'international, mais sinon, habituellement, les offres de stage, entre autres celles d'Ubisoft, sont très claires et précisent ce dont vous avez besoin. Mais comme je vous dis, je vous envoie le lien tout de suite. Vous pourrez aller faire un tour sur le site. Pas que j'appréhende la quantité de questions qu'on risque de me poser à ce sujet-là, mais prenez le temps de lire les documents puis visionner la présentation qui a été faite. Ça risque de répondre à beaucoup de questions. Puis de toute façon, il va y avoir la présentation qui va être faite avec une période de questions aussi. Là, on va ratisser assez large. Ça risque de répondre à pas mal de trucs. Une petite parenthèse, ça peut être très lourd, en fait, à gérer. J'ai eu l'expérience dans le passé d'embaucher des stagiaires ou des juniors qui sont sous permis de travail. Puis si vous n'êtes pas informé, c'est juste lourd dans votre processus. C'est plate pour la compagnie qui vous embauche parce qu'ils vont courir après vous pour avoir vos documents, ils vont retarder tous les délais. C'est plate pour vous parce que vous allez sentir une insécurité, vous n'allez pas savoir dans quoi vous embarquez. Donc, si vous êtes étudiant étranger, c'est un gros move de venir étudier ici. Fait qu'il faut prendre le temps de s'informer puis d'aller lire ces trucs-là. Des fois, c'est peut-être un peu plate, puis ça prend peut-être une petite heure dans votre journée, mais ça va vous sauver bien des questions. Puis peut-être, ça va justement
vous empêcher d'avoir un petit blocage dans une entrevue ou justement dans une rencontre avec quelqu'un pour votre embauche, justement, parce que vous n'êtes pas informé, vous ne savez pas comment ça marche, puis tout ça, puis qu'on court après vous pour vos documents, puis avoir un petit peu d'indications sur votre profil. Donc, je voulais faire mon policier, mon ramenage à l'ordre, comme on dit. Mais bref, je vais continuer avec les questions parce qu'il en reste encore quelques-unes. Puis il nous reste le bloc conseil recrutement aussi. Puis je pense qu'on va être dans le temps, mais on va quand même clencher ça un peu plus rapidement. Pour des demandes d'emploi et non de stage, il vaut mieux candidater à quelle période? Bien, quand on a son diplôme, généralement. Donc, ça, c'est la base. Une fois qu'on a gradué, qu'on a son diplôme, à ce moment-là, vous pouvez aller voir les sites web des différents studios. Puis appliquer simplement sur les postes qui vous intéressent ou envoyer une candidature spontanée. Du moins, c'est ce que je dirais. Je pense que c'est bon aussi pour vous, Sophie, Daniel, super. Il n'y a pas de période d'emploi comme, mettons, on engage tout notre monde au printemps. C'est au besoin. Il n'y a pas de travailleurs saisonniers, donc on est plus dans le day-to-day. Une question peut-être plus pour Sophie. S'il y avait des possibilités de stage en art, parce qu'on a un mouton noir qui est Alexandre, puisque je ne suis pas en programmation. Donc, je te laisse répondre. Oui, pour la même période, dans le fond, que pour les programmeurs, on va avoir un stage en animation gameplay et puis en level art qui devrait être affiché sous peu aussi, mais plus vers le centre NAD, étant donné que c'est eux qui sont plus dirigés vers le côté artistique. Mais voilà, ça va être ça, nos 2 stages qui vont être affichés prochainement. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a de disponible du côté artistique. Puis, on passe par les écoles pour afficher les stages, peu importe c'est quoi le métier. En fait, ça ne sera jamais sur notre site web ou ça ne sera jamais écrit upfront lorsqu'on rentre sur notre site web. On communique avec les écoles, puis on passe par les écoles. Ça veut dire que si jamais tu sens que tu n'as pas l'opportunité dans ton école ou que tu ne reçois pas ce genre d'opportunité de stage-là, tu peux simplement envoyer une candidature spontanée comme quoi tu cherches un stage dans ce domaine-là. Puis ta candidature va être analysée, peu importe le studio que tu l'envoies. Donc, voilà. Si on cherche des stages, en fait, chez Ubisoft Montréal, est-ce qu'on peut avoir ces informations? En fait, allez sur le site web d'Ubi Montréal. Le concours Ubisoft aussi, il y a beaucoup. Le studio de Montréal est très, très impliqué. C'est eux qui hostent le concours Ubisoft. Donc, évidemment, ça vous permet d'avoir une visibilité aussi du studio de Montréal. Mais allez sur le site web, dans l'onglet carrière, là, vous allez voir des opportunités d'avoir plus d'infos, d'aller savoir comment envoyer une candidature spontanée. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous donner un nom direct. Écrivez à cette personne-là, va vous aider parce qu'elle va me détester. Mais vous pouvez y aller vraiment avec votre propre recherche. Puis tout est là sur le site web de Montréal. Il est bien fait aussi. Donnez-vous une importance aux jeux vidéo réalistes réalisés auparavant. Portfolio dans les recrutements. Donc, donnez-vous une importance aux jeux réalisés. Oui. Donc, c'est-à-dire si tu as participé à un Game Jam, par exemple, c'est probablement ce que je comprends. Oui. Ben, en fait, moi, ma réponse, ce serait oui. Toute expérience que tu as pu faire avant, c'est sûr que c'est important pour nous parce que ça nous montre ce que vous êtes capable de faire. Ça nous donne des exemples de vos talents. Puis souvent, c'est des game jams, c'est comme je donne un exemple de game jam, là, mais c'est des trucs qui c'est super rapide. Puis dans ce temps-là, il faut réfléchir vite. Super important pour nous. Ouais, c'est juste du bon. Donc, il y a une question d'Orient, en fait, que si on fait un stage chez Ubi, peut-on le faire depuis la France en télétravail? La réponse est non, en fait. On ne peut pas faire un stage lorsqu'on n'est pas on-scene. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille à distance que les réglementations d'immigration changent. C'est vraiment, on est forcé, en fait, d'avoir les gens directement sur place. Donc, dans la province, en fait, qu'on fait l'embauche. Donc, malheureusement, on ne peut pas prendre des étudiants en stage qui vont travailler dans un autre pays, par exemple. Donc, c'est des règles et on doit les suivre, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, donc il y a sûrement une raison pour ça. Comment se passent les recrutements chez Ubisoft? Cela se limite à l'entretien ou bien il y a des étapes supplémentaires? On y arrive en fait avec conseil recrutement, donc je te garde le suspense pour la suite. Mathieu, en fait, qui écrit son travail dans un studio français, par exemple, est-ce qu'on peut facilement changer pour aller dans un autre studio québécois? Si on travaille, par exemple, dans un studio à Montpellier ou peu importe en France, c'est évident que pour demander un transfert, premièrement, il faut qu'on aille travailler 2 ans. C'est la seule règle, c'est qu'on ait déjà travaillé 2 ans au moins chez Ubisoft de service continu. Ensuite, c'est évident que lorsqu'on applique dans un autre studio, il faut qu'il y ait un besoin dans un autre studio. Donc, il faut avoir quelque chose à apporter à ce studio-là. Donc, par exemple, si le studio de Saguenay avait une ouverture en online, cherche un programmeur online, puis il y a quelqu'un de la France qui est intéressé à venir s'installer de manière plus permanente
au Québec, puis qui est intéressé par le poste, bien, il y a un processus normal qui se fait, des entrevues, des rencontres. Et après ça, bien, évidemment, le studio choisit d'aller de l'avant ou non. Donc, il n'y a pas de transfert qui est garanti, mais oui, il y a des transferts en studio qui se font fréquemment, en fait, selon les intérêts des gens, puis selon ce qu'ils peuvent apporter, puis selon où ils en sont rendus dans leur carrière. Mais la seule règle qu'il faut garder en tête, bien, c'est très, très rare d'avoir des juniors qui puissent transférer ce studio comme ça. On s'attend au moins à avoir 2 ans d'expérience pour être considéré dans ce genre de transfert-là. Voilà, je pense que ça fait le tour. J'espère que j'ai répondu à tout le monde, que je n'ai pas oublié. Si jamais j'ai oublié, copier-coller votre question, réécrivez-la. Puis ça me fait plaisir de vous réoublier, non, mais de vous répondre. Donc, je vais me lancer tout de suite en conseil recrutement parce que je veux vous laisser encore un peu de temps, un petit 15 minutes pour faire un dernier sommaire de questions. Donc, je suis convaincu que ça va en générer. Je vais même prendre une petite gorgée d'eau. J'ai oublié d'enlever la petite ligne de portfolio. Je pense que Sophie, elle va me taper sur les doigts là-dessus. Je l'avais dit la dernière fois. Donc, il y a une petite erreur du visuel, mais bref, il n'y aura pas de ligne dans les autres. Je vous gâche un punch, mais il n'y aura pas de petite ligne en dessous du titre la prochaine fois. Je vais parler de portfolio avec vous. Évidemment, portfolio de programmeur, c'est autant obscur pour moi que pour vous, mais c'est super important en fait. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel en programmation d'avoir un portfolio. Ce n'est pas quelque chose qui était demandé ou requis auparavant, mais plus ça va, plus c'est le cas en fait. Plus c'est intéressant de voir un portfolio, plus ça nous parle, puis plus on aime ça en recevoir des portfolios. Donc, en gros, je vais vous donner des lignes directrices. C'est assez général par rapport à ce qu'on veut voir d'un portfolio. Ça s'applique le plus possible à différents métiers de programmation. Donc, ça risque d'être un petit peu flou. Quand même, je vais laisser aussi Daniel peut-être enchérir si tu veux rajouter des trucs à la fin, là, un petit peu plus adaptés à ce que tu vois comme portfolio. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste en gameplay, en fait, que c'est intéressant d'avoir un portfolio. Là, dans tous les métiers, il y a possibilité d'en faire un. Évidemment, gameplay, c'est le premier à qu'on pense parce que souvent, les gens, comme vous, avez participé à des game jams et tout ça, puis ça se place bien dans notre portfolio. On peut montrer un exemple de jeu. Donc, c'est l'idée un petit peu d'un portfolio. Malheureusement, je n'ai pas de visuel à vous présenter d'un portfolio de programmeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les autres métiers aussi, c'est pertinent de le faire, d'avoir des trucs web que vous avez développé des plateformes, des trucs que vous avez travaillé, des projets que vous avez faits. On aime les voir dans les portfolios. Puis, sur quel contenant on a un portfolio? Mais évidemment, c'est pas un truc en papier avec des pages, puis on regarde ce que vous avez fait. Un site web, ça peut faire le travail. Même des fois, un PDF, j'ai vu ça, puis pour vrai, c'est clair, ça donne vraiment une belle idée de votre travail. Donc, un document, en fait, qui se consulte facilement, qui est accessible, en fait, pour les recruteurs puis pour les gens qui vont regarder votre portfolio, puis qui va vraiment venir mettre en valeur vos réalisations, autant des projets scolaires que des trucs que vous avez fait en dehors de l'école, que ce soit, comme je disais, là, des game jams ou ce genre de trucs-là que vous pouvez implanter dans votre portfolio. Donc c'est visuel, c'est le fun, c'est synthétisé aussi. On ne s'attend pas à avoir des portfolios qui ont 32 pages avec ça de descriptif. Un peu comme dans le cas du CV, on y va short and sweet, allez-y avec une belle description de chaque projet que vous avez travaillé, chaque jeu que vous avez contribué. Et surtout, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait dedans. Parce qu'un travail d'équipe, nous, on prend pour acquis que vous avez tout fait. Donc, c'est important de nous dire, dans votre jeu, moi, j'ai travaillé sur la programmation audio de jeu-là. J'ai travaillé vraiment sur les 3C, en fait, au niveau du gameplay. Donc, c'est vraiment important que vous nous détailliez qu'est-ce que vous avez fait dans le projet. Parce que c'est sur ça que vous allez être analysé dans votre portfolio. Donc, grosso modo, c'est les lignes directrices. Essayez d'être clair, essayez d'être concis. Vous êtes capable de rentrer ça dans une page web qui est pas très lourde, là, qui nous permet en un coup d'œil d'avoir 3-4 projets. Si vous avez trop de contenu, c'est mauvais signe. Allez-y vraiment avec la qualité plutôt que la quantité. Donc, focussez sur ce qui représente vos capacités aujourd'hui. Donc, si vous avez des trucs qui datent de 2-3 ans, enlevez ça. Si vous sentez que ça ne représente pas vos capacités, mettez vraiment la crème de vos projets, donc les plus récents. Puis c'est toujours un work in progress. Hein. Ce n'est pas parce que votre portfolio il est complété une fois que vous le laissez comme ça, puis il va durer toute la vie. Là. Vous devez tout le temps l'améliorer, ajouter ce que vous avez comme nouveau contenu et enlever aussi des trucs qui viennent attirer de la patte un petit peu. Donc, il y a Justine aussi qui vient d'écrire dans le chat. Là, il y a des recommandations sur le site du CAC aussi pour toute la portion portfolio, l'importance du portfolio, que je vous invite à consulter aussi. Ça a été rédigé en partie suite à la présentation qui avait été faite par Ruby l'année passée.
Donc, je ne pelte pas de nuages. C'est avec sur des bases solides que je mettais ces informations-là sur le site. Exactement. C'était en fait des collègues de Québec qui est un des team leads en gameplay qui avait présenté son portfolio puis qui avait vraiment démontré comment il avait été embauché avec son portfolio à l'époque. Ça donne vraiment des belles idées. Si je peux vous trouver peut-être un exemple de portfolio, Justine, je te rentrerai en contact avec toi puis je t'enverrai peut-être un exemple. Je peux en trouver un en enlevant évidemment téléphone et date de naissance, mettons. Là. Mais je vais essayer de trouver de quoi d'intéressant pour toi. Il y a une question, le portfolio doit-il être dédié au projet de jeux vidéo ou peut-on mettre d'autres projets? Moi, je dis go pour les autres projets. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Même chose. Tout ce qui peut être pertinent, du code, c'est du code. Tu sais, des exemples de code que vous avez écrit, que ce soit du jeu vidéo ou non, ça nous donne un indice sur vos capacités et ce que vous savez faire. Fait que c'est jamais mauvais. Exactement. Donc, c'est pas tout le monde qui vient du domaine du jeu vidéo. C'est même pas tout le monde qui est des gamers qui travaillent chez Ubisoft, mais ça fait pas. Ce ne sont pas des mauvais programmeurs pour autant. À l'inverse, des fois, d'avoir des gens de d'autres industries, ça permet d'amener d'autres expertises. Fait que c'est super le fun quand on voit d'autres projets. Donc, si vous avez des projets intéressants, que vous savez qu'ils sont solides, que vous êtes impliqués, mettez-les. Donc, c'est grosso modo les grandes lignes d'un portfolio. Évidemment, il y a probablement un petit peu plus de détails si vous allez sur le site. On en avait parlé un peu plus dans le détail la dernière fois. On avait pris beaucoup de temps pour en parler. Toi, Daniel, de ton côté, quand tu vois un portfolio, premier coup d'œil, ça te dit quoi? Moi, j'aime bien avoir un petit lien GitHub ou GitLab avec des exemples concrets que je peux aller jouer dans le code de la personne que la personne a écrit. Puis c'est sûr aussi, les participations au Game Jam, on aime beaucoup ça parce que c'est quand même des espèces de petites expériences de travail où ce que tu vas vivre tous les moments de la production d'un jeu, mais dans un 48 heures. Puis sinon, c'est pas mal ça. Je pourrais pas donner plus d'exemples que ça, malheureusement. Là. Non, mais c'est super. C'est super. C'est pas non plus sorcier, on s'entend. Donc, non, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est pas sorcier. Puis, vous n'êtes pas là non plus vous n'êtes pas des artistes non plus. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait 12 millions de couleurs, ça explose, puis qu'il y a du mauve qui passe dans l'écran quand on regarde vos projets. Allez-y vraiment avec quelque chose qui est visuel, mais qui est vraiment facile à accéder, puis tout ça, que c'est clair. Je sais qu'il y a des gens, en fait, qui tranquillement vont nous quitter parce qu'il est 13 heures. Donc, pour ceux, en fait, qui ont des engagements à 13 heures, peu importe, vous avez un cours ou vous mourrez de faim, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Les dernières portions, en fait, c'est CV et entrevue. Puis on fait une petite conclusion. Donc, ça va être, de toute façon, c'est enregistré, ça va être disponible pour cette partie-là si vous la manquez. Donc, salut à tout le monde qui nous quitte. Puis pour les autres qui restent avec nous, on va avoir bien du fun encore. Donc, on a une petite demi-heure de douce à vous accorder. Donc, voilà, j'ai une question aussi qui est rentrée. Est-il fortement conseillé de donner le lien vers le site de distribution d'éventuels programmes créés? Je comprends pas la question, mais vas-y, Daniel. Fortement conseillé. Fortement, c'est peut-être un peu fort. Moi, j'aime bien aller pouvoir voir ce que vous avez fait, mais il y a d'autres façons aussi de nous montrer ce que vous êtes capable de faire. Juste des exemples de code ou bien des jeux qui fonctionnent, des liens vers des jeux que vous avez codés. Fait que, tu sais, c'est conseillé, mais tu sais, j'enlèverais le fortement. On a engagé, puis on a pris des stagiaires qui n'avaient absolument aucun lien vers des sites de distribution de programmes. Voilà. Cool. Donc, je passerai en fait au CV si vous avez des questions sur le portfolio et tout ça. Je sais que peut-être Alexandre, qui est artiste, qui se dit, ben moi, mon portfolio il est pas mal plus important. Il y a beaucoup de stock à mettre là-dedans et tout ça. C'est vrai que pour un artiste, c'est vraiment sa carte de visite, mais tranquillement, pas vite, plus ça va, mais plus on se rend compte que les programmeurs, eux aussi, développent en fait ce portfolio-là, puis il est vraiment intéressant. Donc, je vous encourage fortement, en fait, à vous lancer là-dedans. Ça va vous donner peut-être la petite chance de plus qui fait que vous allez peut-être décrocher une entrevue, le fait d'avoir un beau portfolio qui est bien soigné. Vous avez pris le temps de le faire. On va jaser CV. Ça tombe dans ma partie pas mal, les RH. Donc, qu'est-ce qu'on aime voir d'un CV? Les petits conseils qu'on peut donner aussi sur un CV. Mais un petit peu dans le même principe que le portfolio. Vous n'êtes pas là pour faire exploser quelque chose dans votre CV, le jaune, le mauve et tout ça. Laissez ça de côté, mettez plus de temps dans votre développement, dans votre formation, dans votre portfolio que sur le visuel de votre CV. Le visuel qui est important d'avoir d'un CV, bien, c'est évident, il faut qu'il soit clair et concis. Donc là, je ne vous apprends rien. Là, probablement que vous avez déjà une tente quelque part qui vous a déjà dit ça, mais pas de faute, clair, concis. On s'assure de voir chacune de vos expériences de travail puis qui sont détaillées, mais pas trop. N'hésitez pas avec 14 lignes pour dire que vous travaillez au IGA.
pas intéressant. Mettez une ligne ou deux de gars, on sait c'est quoi un épicier dans la vie. Donc, allez-y un petit peu dans ce sens-là. Si vous avez des expériences, en fait, je vais vous dire un peu plus qu'est-ce qu'on veut voir, puis de quelle manière vous pouvez chronologiquement les installer. Vos expériences de travail, pour la plupart, vous n'avez pas d'expérience en jeu ou pas d'expérience en développement pour ceux qui vont appliquer pour un stage, par exemple. Donc, ça veut dire que ce qu'on s'attend, ce n'est pas nécessairement de voir vos expériences au-dessus de la ligne. Mais oui, évidemment, on veut les voir. C'est pertinent de savoir si vous avez un peu d'expérience de travail, vous avez travaillé pendant vos études, ça démontre quand même une belle implication. Ce qu'on veut voir, c'est Game Jam. Comment vous avez fait pour sortir de la boîte? Sur quel projet vous avez travaillé autre qu'à l'école, par exemple? Ensuite, on veut voir vos formations. C'est quoi vos formations académiques, bac, maîtrise, peu importe. Vous avez fait un cours en comptabilité en 2007. On veut le voir parce qu'il y a des compétences à aller chercher de ça. Donc, n'hésitez pas à tout mettre. Tout ce qui est diplôme d'études secondaires ou je ne sais pas comment l'appeler en France, malheureusement. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de Français avec nous aujourd'hui. Mais en fait, les premiers diplômes qu'on obtient de base, on ne les met pas. Là. Mais à partir des études supérieures, à ce moment-là, mettez-les tous. C'est vraiment intéressant pour nous. Des fois, on voit dans un CV une petite barre à gauche là, avec des technologies, puis des barres un peu louches, notées sur 5. Là. Essayez d'éviter la gradation, en fait, de ces trucs-là. Si vous avez travaillé, par exemple, avec du C++, vous mettez le logo de C++, fine. On sait que vous avez travaillé avec ça dans votre parcours scolaire, que c'est un intérêt pour vous. Vous mettez du .NET Core, le logo, peu importe les technologies avec lesquelles vous avez travaillé, Jira et tout ça, mettez-les. Mais commencez pas à les graduer en dessous, de mettre une note sur 10, parce que d'une personne à l'autre, ça varie énormément. Puis si vous mettez un 8, puis le gestionnaire qui regarde ça, puis il dit « Ah ouais, vous êtes un 8 en C#, ça se peut que ça parte avec un petit challenge supplémentaire en entrevue, ou du moins, ça risque de peut-être refroidir des gens. Ça dépend de la perception des gens. Puis c'est juste pour éviter ce genre de situation-là. Donc, ne mettez pas de gradation là-dessus. Mettez juste, en fait, que vous les connaissez, en fait, ces technos-là. Puis vous pouvez les mettre sous forme d'images, comme j'explique. C'est vraiment le fun de les voir comme ça. C'est visuel, puis c'est rapide. Donc, voilà. Si vous avez des intérêts autres dans la vie, vous aimez faire du kayak, vous êtes un passionné d'art, mettez-le. Ça permet des fois de casser la glace aussi, ça permet de faire des liens. Des fois, on a quelqu'un dans l'équipe, écoute, qui est un grand passionné de Golden Retriever. Si vous êtes un passionné aussi de Golden Retriever, vous allez peut-être jaser de ça en entrevue. Ça va permettre de vous déstresser, de jaser d'autres choses. Donc, mettez-les, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Fait, en gros, les grandes lignes, clarté, on évite de faire des fautes. Donc, trouvez quelqu'un qui est bon en français, achetez-vous Antidote, mais faites pas de fautes dans votre CV, s'il vous plaît. Ça va juste vous créer peut-être une petite prise en partant. Et évidemment, allez-y avec un contenu qui est expérience, outils et formation, en fait, qui est bien clair, bien rentré dans une page maximum. Des fois, 2, il n'y a pas de problème. Mais on ne s'attend pas à avoir un CV de 18 pages parce qu'on ne lira pas les 18 pages. On lit toutes les lettres de motivation, on lit tous les CV, tous les portfolios, mais à un moment donné, il y a une limite. On a du temps aussi à accorder à ça, donc allez-y vraiment bref et pas trop détaillé. Pour ce qui est... Oups, oui, excuse, Justine, David, je ne voulais pas te couper la parole. Je me suis permis d'envoyer encore là le lien vers la page du site web du DIM qui parle des erreurs à faire, à ne pas, en tout cas, les choses à faire, à ne pas faire. Première chose, s'il vous plaît, je l'avais mis dedans, vérifiez votre français, faites lire votre CV par quelqu'un d'autre. Mais ça demeure vraiment le truc le plus important. On commence, on postule pour une job ou un stage, on fait plein de fautes. Même si vous n'êtes pas là pour faire un stage en langue française, c'est quand même un peu plate. Oui, exactement. Puis envoyez-moi le pas parce que c'est pas moi qui va le corriger. Je suis aussi poche que certains en français, mais j'ai trouvé un moyen, en fait, de ne pas faire de faute dans la vie. Donc, Antidote, je me réfère à des collègues, tout ça, donc on peut faire la même affaire. Voilà, il y a des petites questions que je vais passer rapide. J'ai fait un stage en conception web. Est-ce que c'est bien de l'indiquer? Oui, en fait, vos stages, et comme des expériences, vous devez les indiquer, puis même que je les indiquerai avant toute chose. Donc, mettez-les vraiment là, qu'on les voit. Première ligne, vos stages en 2020, j'ai fait tel stage. Je n'ai pas parlé des dates, là, mais allez-y vraiment avec des dates qui sont faciles à suivre puis logiques, là, parce que si on voit que vous mettez 2018, puis c'est rien passé depuis 2018, mais on dit, mais vous étiez où? Vous avez fait quoi? Donc, ça crée des questions, en fait, qui sont peut-être inutiles si vous avez fait un stage, par exemple. J'ai fait un stage. J'ai une question. Ubisoft ne veut que des programmeurs. Eh bien, non, parce que pour faire un jeu vidéo, ça prend plein de métiers, il y en a près une 50aine. Et si on avait juste des programmeurs, ben
le jeu ne serait pas très beau à la fin parce qu'au niveau artistique, ce n'est pas nécessairement la force des programmeurs. Donc, évidemment qu'un programmeur, c'est très important dans le développement du jeu. Puis c'est ce qui permet de créer à la fin un logiciel puis que les gens puissent jouer. Puis on s'entend, un jeu vidéo demeure un logiciel à la fin. Mais il y a tellement d'expertise qui interviennent là-dedans. Donc, on a une communauté, il y a des communautés artistiques, il y a des communautés de design, de test, puis il y a tout plein d'équipes support qui viennent aider ça. Donc, c'est peut-être la plus grosse communauté, celle des programmeurs, mais ce n'est pas du tout 100% d'un studio loin de là. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, il y a d'autres présentations qu'on fait sur des métiers au niveau art, au niveau design. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, on est très orienté programmeur parce que c'était le but de la présentation aujourd'hui. Le CV plutôt en français ou en anglais. Français lorsqu'on est dans un environnement français, donc que ce soit en France ou au Québec. En anglais, vous pouvez garder aussi une version anglaise, c'est toujours bon si vous décidez d'appliquer ailleurs ou d'appliquer dans un marché anglophone. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez envoyer les deux versions simplement. Mais au Québec, du moins pour Ubisoft Québec, Saguenay, Montréal, français est tout à fait valide. Mais c'est toujours bien de faire une petite version anglaise si jamais vous avez une opportunité, mais vous allez déjà l'avoir, cette version-là. Mais ce n'est pas nécessairement qu'il soit en anglais. Là. Mais un ou l'autre, ça fonctionne. Focussez sur le français, vous êtes dans le marché français. Donc, voilà. Même chose pour le portfolio français ou anglais. Je dirais que le portfolio, ça n'a pas non plus de grande importance. C'est certain que si vous l'utilisez de plus at large pour d'autres marchés, encore là, pensez à mettre l'anglais. Mais si vous y allez avec un portfolio en français comme junior, il n'y a aucun problème. Là. On ne vous discartera pas pour la langue. Je suis intéressé par l'analyse des données. Peut-on faire un stage en ce sens chez Ubisoft? Ça revient un petit peu... je ne sais pas si ça revient un petit peu à ce qui était BI tout à l'heure, là, mais c'est à venir, évidemment. C'est des défis pour autant le Studio de Québec que Saguenay. Mais pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de stage d'ouvert dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose qui, évidemment, va venir. L'analyse de données, c'est sûr que ça peut être interprété de bien des façons, parce qu'il y a des analyses de données, puis un développeur, ils ne font pas du tout la même affaire. Là. Donc, il y a du reporting de dashboard de données, puis il y a des gens qui vont vraiment coder puis travailler dans le TL, travailler vraiment dans les bases de données. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. Donc, nous, en fait, chez Ubisoft, il y a quand même ces deux pôles-là. Là. Il y a les gens qui analysent les données, qui les présentent aux équipes, et il y a des gens qui vont être plus en back-end pour développer, en fait, toute l'architecture derrière ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations sur le CV? Super. Good. On va enchaîner sur l'entrevue qui était mon dernier petit point. Tu sais, entre le CV puis l'entrevue, il y a aussi la lettre de motivation. Là, je n'ai pas parlé, puis on n'a pas un point spécifique pour ça, mais en quelques mots, lettre de motivation, même thinking, allez-y, short and sweet, c'est-à-dire qu'une demi-page, ça va, quelques phrases qui expliquent qui vous êtes, qu'est-ce qui vous intéresse, pourquoi vous appliquez. Puis s'il vous plaît, n'allez pas dans Google chercher une lettre déjà préfaite, puis mettez vos noms, puis votre template est là avec des cordialement monsieur. S'il vous plaît, c'est un peu lourd. Faites votre propre lettre, allez-y avec votre cœur, allez-y avec qui vous êtes. On veut voir un peu de votre couleur, votre personnalité dans une lettre de motivation. C'est une belle façon de vous vendre autrement que par vos expériences. Faites une belle lettre qui colle vraiment à votre intérêt, à ce que vous êtes, ce que vous avez appris, puis qui va vous permettre justement de faire des liens avec le poste, puis des liens aussi avec ce qu'on recherche finalement. C'est une belle opportunité de vous démarquer cette lettre-là. Prenez le temps de la faire aussi. Et encore une fois, ne faites pas de faute. Donc, voilà, c'était ma parenthèse pour les lettres de motivation. Donc, pour ce qui est de l'entrevue, là, vous avez tout envoyé vos documents. Daniel regarde ça et dit « Colin, il a l'air bon ou elle a l'air bonne celle-là. On y va en entrevue, on va la rencontrer. » Donc, premièrement, ça va être extrêmement intimidant comme entrevue. Non, pas du tout. Mais en fait, l'objectif est vraiment que quand vous avez une entrevue, déjà, on a un intérêt. Déjà, ça devrait vous donner une petite dose de confiance. Ça veut dire qu'on a vu votre travail, on vous trouve déjà bon. Et ça part très fort. Sauf qu'avant même l'entrevue, vous êtes déjà en entrevue. Ça veut dire de la manière que vous répondez à vos courriels. Déjà, dans vos documents, si vous êtes en entrevue, c'est que vous n'avez pas fait de faute, vous avez travaillé fort sur vos documents, sur votre portfolio. Donc, déjà, ça démontre une belle motivation. Quand on échange avec un recruteur comme Sophie ou comme moi, par exemple, c'est vraiment important, en fait, que vous soyez alerte, que vous gardez un œil sur vos courriels. Ne prenez pas un courriel que vous allez voir une fois par mois,
Vous avez peut-être manqué la chance de votre vie. Fait que vraiment, allez-y avec un courriel que vous regardez fréquemment, que vous savez que vous êtes bien structuré, que vous n'allez pas échapper une balle, puis on s'attend à une réponse, puis un feedback rapide, en fait, des gens qu'on convoque en entrevue. Parce que nous, on est comme ça, puis on travaille rapidement, puis on veut donner un suivi adapté à chaque personne, puis on veut être là pour vous. Fait qu'on s'attend que le balancier revienne aussi, puis que vous soyez frais et dispo pour une entrevue. Fait que petite parenthèse, encore une fois, je fais encore la police, mais c'est pour vous aider, en fait. Et là, comment on se prépare pour une entrevue? Parce que oui, je ne surprends personne aujourd'hui en disant qu'il faut se préparer pour une entrevue. En fait, vous ne devez pas sortir en fait une feuille puis commencer à vous faire une structure de comment l'entrevue va se dérouler, d'anticiper 82 questions puis vous faire un pattern de « OK, je vais répondre comme ça ». Allez pas dans la suranalyse, vous allez vous stresser. Aussitôt qu'on va sortir de votre cadre, vous allez perdre un peu le contrôle. Une préparation d'entrevue, comment on fait ça? C'est évident qu'il faut se faire une petite introspection, à se dire, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, je suis qui moi comme personne, sur quel projet j'ai travaillé. Donc, juste d'avoir une idée globale de qui vous êtes, puis qu'est-ce qui vous intéresse, puis tout ça. Puis déjà, dans votre tête, vous pouvez commencer. Moi, quand je me suis préparé dans le passé pour une entrevue, ça se faisait sous la douche. Je pensais, puis je me mettais dans un contexte d'entrevue, puis là, je parlais, puis vous pouvez le faire devant le miroir, devant votre chat, peu importe, ou dans votre tête simplement, juste de vous mettre déjà dans un mindset qui est un anglicisme que je ne suis pas capable de traduire, mais un mindset d'entrevue, dans une mentalité peut-être d'entrevue, je ne sais pas, mais vous mettre vraiment déjà dans le bain. Donc, ça va déjà vous permettre d'articuler puis de savoir de quoi vous allez parler. Tu sais, c'est pas non plus extrêmement compliqué de comprendre le besoin d'une entreprise. Tu sais, ils ont fait une description de poste, ça, c'est ce qu'on a besoin. Mais ça, c'est ce que j'ai à offrir. Donc, ça, c'est votre CV, c'est vous, c'est vos forces, vos faiblesses. Si vous avez été convoqué en entrevue, c'est qu'il y a un intérêt. Mais est-ce que c'est sûr que vous allez avoir le poste ou non? Bien, on verra avec l'entrevue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la description de poste, il demande 3 ans d'expérience. Si vous n'avez pas 3 ans d'expérience, attendez-vous à vous faire poser la question pourquoi vous n'avez pas 3 ans d'expérience, puis comment vous pensez que vous allez être capable d'être un bon programmeur si vous n'avez pas 3 ans d'expérience. À ce moment-là, c'est à vous de vous préparer, en fait, vous préparer en fonction de, c'est quoi mes faiblesses dans cette description de poste-là, dans le besoin que je pense qu'Ubisoft Saguenay a ou Ubisoft Québec ont. Je pense que c'est ça leur besoin. Où je suis faible, je n'ai pas l'expérience demandée, je n'ai jamais travaillé avec tel techno. Donc, il faut déjà vous penser un petit peu de quelle manière je peux contribuer. Fait que, supposons que vous faites poser la question, vous dites simplement que, là, je vous donne des clous, là, mais c'est vraiment le fun pour vous. Écoute, moi, je n'ai pas 3 ans d'expérience, mais vous savez que votre force, c'est l'apprentissage. J'apprends super vite. Puis je sais qu'en 1 an, avec toutes les formations et l'encadrement que vous offrez, je vais être capable d'en arriver justement à ce niveau-là. Mais je suis conscient, en fait, qu'en envoyant mon application, je n'avais pas le 3 ans d'expérience. Donc là, vous êtes transparent, vous êtes vous-même, puis ça vous permet justement peut-être de passer un doute qu'on pourrait avoir sur votre background d'expérience parce que vous avez 1 an ou vous êtes junior, par exemple, vous sortez de l'école. C'est un exemple que je vous donne, mais regardez une description de poste un peu comme ça. Où je suis fort, où je suis faible, puis essayez de contribuer d'une autre manière. En fait, si vous êtes faible, qu'est-ce que je peux ajouter de plus ou de quelle manière je peux apprendre? Soyez vous-même. Donc, si vous ne savez pas la réponse, essayez pas de trouver une réponse, quelque chose qui pourrait vous venir en tête pour répondre techniquement à une question qu'un Daniel, par exemple, pourrait vous poser qui est un peu plus sur la programmation. Vous ne savez pas, dites-le. Je ne sais pas, mais je suis curieux d'en savoir plus. Est-ce que tu peux m'envoyer de la doc? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour connaître ça? Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, écoute, ça se peut arriver qu'il dise, écoute, on va te le montrer une fois que tu vas rentrer en poste. C'est peut-être ça qui va arriver aussi un jour. Donc, n'ayez pas peur de dire que vous ne savez pas la réponse. Puis si vous ne la comprenez pas, demandez de reposer la question. Puis il n'y a pas de stress à ce niveau-là. On le refait, puis c'est tout à fait correct. Donc, là, je parle, mais je pourrais en parler pendant 3 heures. Là. C'est une formation qu'on donne généralement d'1 heure et demie là, sur toute cette préparation-là. Mais il y a un dernier point que je ne vais quand même pas oublier. Comment gérer son stress en entrevue. Là, ça a l'air facile de dire, préparez-vous, vous n'allez pas être stressé. Mais en fait, votre préparation que vous faites avant, votre introspection, la job description que vous avez lu et compris, votre profil que vous êtes dressé, puis le fait que vous êtes déjà mis dans ce mindset-là va vous enlever une tonne de stress, cette préparation-là. Il y a des gens dans la vie qui sont plus renfermés qu'une entrevue. Écoute, ils ont le goût de tomber en dessous de la table, ils ont le goût de disparaître dans une entrevue. C'est le stress incroyable. Mais c'est évident que ça va vous demander ce petit effort-là de préparation supplémentaire. Vous allez peut-être devoir vous préparer un petit peu plus pour enlever ce stress-là. Mais quand vous êtes bien préparé, qu'est-ce que ça fait? On va vous poser une question.
Ah, cette question-là, je sais quoi répondre. Fait que vous allez répondre, puis ça va vous permettre déjà de, OK, gagner de la confiance. J'ai déjà bien répondu, tout ça. Après ça, on va vous en poser une autre. OK, déjà là, je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, vous allez gagner de la confiance, puis à un moment donné, l'entrevue va être fluide, puis vous allez perdre ce petit côté de stress-là, en fait, qui est un peu plus intense pour vous. Donc, c'est une belle préparation qui va vous aider, puis de ne pas avoir peur de faire un peu de small talk si on vous ouvre la porte, là. Par exemple, écoute, il neige aujourd'hui, écoute, c'est un classique, là, c'est pas le meilleur exemple du monde, mais il neige aujourd'hui, puis ils ont le goût de jaser qui neige, bien, embarquez là-dedans, puis dites, ah ben oui, mais chez moi, c'est ça, j'ai un pied de neige, j'ai de la misère à sortir mon auto, puis ce genre de trucs-là. Ce genre de petites discussions-là, vous enlevez beaucoup de stress aussi au début avant de tomber direct dans la tâche, là, puis l'entrevue formelle. Donc, et il y a aussi des gens à l'inverse qui sont un petit peu trop, ben là, je ne fais pas du coq à l'âne, mais c'est vraiment l'inverse du introverti, c'est l'extraverti. Mais l'extraverti, lui, ben, souvent, il a une facilité à communiquer, c'est un bon vendeur en entrevue, il est confiant, il sait que son profil est fort. Ça demande quand même une préparation, même si vous êtes bon en entrevue, parce que ça peut arriver qu'une fois en entrevue, vous êtes tellement confiant, vous avez tellement envie de parler que vous parlez trop, que vous partez en rond, puis finalement, vous ne répondez pas à la question, vous n'écoutez pas la question attentivement. Fait on en a vu beaucoup aussi en entrevue, là, moi personnellement. Donc, quand vous êtes ce genre de profil-là, vous savez que vous aimez ça parler, vous êtes un bon communicateur, ramenez-vous un petit peu et dites, ben là, j'ai bien écouté la question, c'est ça qu'ils veulent comme réponse, on y va synthétiser, on ne part pas dans les détails, on va vraiment répondre le plus possible à la question et on ne s'éparpille pas trop parce que ça peut faire l'effet inverse aussi de justement partir et on n'a jamais de réponse finalement, là. Il nous compte sa vie de A à Z, que c'est un fan de chat. Bref, voilà. Fait que c'est des belles manières de gérer son stress, puis c'est vraiment en faisant des entrevues que vous allez... c'est un classique, là, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est un peu la même affaire en entrevue, tu sais. Puis pour terminer là-dessus, dites-vous que moi, il y a une époque que j'étais à l'université, je me cherchais une job étudiante, j'ai eu une entrevue chez Sport Expert, puis ils m'ont trouvé poche, puis ils ne m'ont pas pris, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je donne des présentations sur les entrevues, puis j'aide les gens à faire ce genre d'entrevue-là. Fait que, tu sais, ça s'apprend comme toute chose, mais si vous mettez le temps à la rigueur, vous allez peut-être gagner quelques petites étapes qui vont vous permettre d'être un peu meilleur à votre entrevue 1. Et voilà. Et vous êtes junior, hein, c'est normal. On ne s'attend pas non plus à quelqu'un qui va nous faire pleurer en entrevue, là, on s'entend que vous avez un stress. C'est difficile pour parfois des premières entrevues. Fait qu'on est très indulgent, je vous rassure. Voilà, c'est un gros monologue sur l'entrevue. On a senti la passion à travers ça. Il y a une question dans le chat, dans le fond, par rapport à l'offre de stage et la lettre de motivation. Je pense que c'est dirigé vers notre offre qu'on a publiée. Dans le fond, oui, la lettre de motivation, c'est toujours bon de dire vraiment ce qui te plaît et ce que tu as envie de faire. Tu sais, tu peux le spécifier sans problème, mais si tu le sais pas, puis toutes les offres ont l'air, tu sais, toutes les spécificités de programmation ils ont l'air à se ressembler pour toi, mais c'est correct aussi, là, nous, on est capable de dire, tu sais, si toi, ta passion, c'est le C++ ou la forme de programmation que tu préfères, mais nous, après ça, tu sais, en le sachant, on peut te diriger vers le moteur ou vers l'online. Tu sais, nous, on est capable aussi de le faire. Donc, mais bien juste de mentionner qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton stage. Déjà là, ça va nous aider. Puis de toute façon, dans le processus de sélection, on va se parler là, quelques fois aussi là, avant de dire OK, toi, tu vas aller faire du moteur encore. Là. C'est le seul mot qui me vient en tête. Mais voilà. Ouais. Pour ce qui est du Québec, ce qui est différent un peu avec Saguenay, c'est que nous, on a des communautés vraiment qui sont définies, c'est-à-dire que, puis c'est la même chose aussi un peu à Saguenay, mais quand même, nous, on a vraiment une équipe engine, on va avoir une équipe gameplay, on va avoir une équipe tools qui vont se catégoriser avec différentes expertises et tout ça. Donc, moi, de mon côté, ce que je vais avoir besoin, c'est, si vous n'êtes pas sûr, il faut quand même me donner une petite ligne directrice. Parce que c'est pas vrai qu'un programmeur 3D puis un programmeur outil, c'est exactement le même profil. On est loin de là. C'est plutôt rare qu'il y ait quelqu'un qui va adorer le 3D, qui va triper là-dessus, mais va dire, ben, moi aussi, j'aimerais ça aussi faire ça. Il y a quand même des différences. Fait que c'est important au moins de me donner une petite ligne directrice de, ben, moi, j'aime travailler avec le C++, j'aime ça. J'ai vu tel et tel poste, et ça pourrait m'intéresser, parce qu'à ce moment-là, moi, je peux le partager à 2 ou 3 équipes. Mais d'y aller overall, pour nous autres, c'est un petit peu difficile parce que j'ai beaucoup de gestionnaires, puis je veux juste m'assurer de vous envoyer dans le bon canot, puis qu'au moins j'ai une petite idée là, de vers quoi vous avez un intérêt, puis si vous ne savez pas c'est quoi, vous avez vu les descriptions de poste, vous pouvez aller sur les sites web, comme je disais, pour voir un peu plus c'est quoi,
Et ça va vraiment beaucoup m'aider, en fait. Si vous me donnez peut-être une petite piste, vous tripez sur l'UI, dites-le, si vous tripez sur autre chose, fait que fermez-vous pas de porte par vos intérêts, mais essayez pas d'y aller trop général non plus quand c'est peut-être plus un gros studio parce qu'on va avoir de la difficulté, en fait, à vous orienter. Mais oui, en effet, on fait des petites démarches aussi, Sophie, comme Sophie fait, donc de vous poser la question, en fait. Puis si ce n'est pas clair, je vais évidemment rentrer en contact avec vous pour l'éclaircir, mais si on peut sauver cette étape-là, je vais être bien content dans mon processus. Donc, voilà. Il y a d'autres questions, je crois. Une question. OK. Salut, j'ai une question. Salut Mike. J'ai une question, pas vraiment CV entrevue, mais plus sur la job. Je suis encore mitigé entre faire du game design et la programmation de jeu. Est-ce que je dois trancher? Et si oui, comment choisir? Ou y a-t-il une manière de faire les deux? Je vais laisser Saguenay répondre, puis j'ai peut-être une petite réponse aussi de mon côté. Mais toi, Daniel, comment tu vois ça? En général, c'est assez séparé. Dans des studios et des grosses productions comme ça, en général, c'est assez rare que quelqu'un va avoir deux métiers. Les programmeurs vont faire de la programmation, les game design vont faire partie de l'équipe de design, ils vont faire du game design. Fait que pour nous, je pense que c'est mieux de trancher. Comment trancher? Ça, c'est difficile. Vas-y avec ce que tu aimes. Vas-y avec ce que tu penses que tu vas aimer le plus longtemps, peut-être. Avec ce qui te passionne le plus. Mais pour te dire vraiment, utilise ces 4 étapes-là, puis tu vas avoir la réponse. Non, je ne les ai pas, les 4 étapes, malheureusement. Mais ce que je pourrais dire, par contre, ça joue un peu contre nous autres, mais en général, dans les petits studios indépendants, les métiers vont se découpler pas mal plus. C'est comme un programmeur va peut-être faire plus de game design. Mais plus le studio est gros, plus les productions sont gros, plus on va aller vers des spécialistes. Voilà, j'aurais pas pu mieux répondre. En effet, Daniel, c'est la même chose, je pense, pour tout le monde chez Ubi. Vu qu'on fait des AAA, les gens sont spécialisés. Tu sais, même en game design, tu te spécialises en fight, en 3C, en IA. Tu te spécialises, en fait, dans ta catégorie de game design, effectivement. Donc, d'avoir les deux chapeaux dans une grosse production comme ça, c'est vraiment difficile parce que les deux expertises sont très poussées dans les deux cas. Donc, voilà, c'est juste pour ajouter ce que Daniel disait. Par contre, j'ajouterais un petit détail. Avoir l'expérience dans les deux, pour un programmeur qui va travailler souvent avec des designers, c'est bien de connaître ce que l'autre va faire. C'est jamais perdu une expérience comme ça. Même affaire pour le designer qui connaît la programmation, c'est toujours un plus. Là. Ça, c'est sûr. Exactement. C'est vraiment bon. En fait, prochaine question. Quand il est mentionné minimum 3 ans d'expérience ou similaire sur les postes ouverts sur le site web, est-ce que c'est l'expérience nécessaire en jeu vidéo ou en programmation en général? Écoute, ça va varier, mais la majorité du temps, c'est de l'expérience en programmation. Si tu vois que c'est vraiment un poste qui est très, très niche aux jeux vidéo, là, donc un poste de programmeur qui demande vraiment, qui se retrouve pratiquement juste dans le domaine du jeu vidéo, à ce moment-là, c'est évident qu'on s'attend à voir un peu de jeux vidéo, mais je te dirais que comme on disait tout à l'heure, Daniel, tous les métiers, en fait, tous les industries, en fait, peuvent avoir de quoi ajouter, en fait, au jeu. Mais plus ça va aller, plus on va vouloir quelqu'un de senior, plus on va demander de l'expérience dans le métier en particulier. Si on demande un programmeur senior en 3D, on va vouloir qu'il ait fait du 3D avant. On ne va pas vouloir qu'il ait fait de l'info de gestion pendant 18 ans puis qu'il devienne tout d'un coup programmeur 3D. Mais plus c'est junior, plus c'est des emplois, personnes qui sortent de l'université, des personnes qui n'ont pas eu beaucoup d'emplois avant. En général, c'est de l'expérience. Très bien, très bien. Voilà, donc je pense que ça fait vite le tour des questions de chat. J'espère que je n'ai pas oublié. Sinon, si je vous ai oublié, levez votre petite main et posez-la en l'air. À moins que vous êtes trop gêné, réécrivez-la. Donc, je ferai peut-être le petit, si permet Sophie, peut-être le petit wrap-up conclusion. N'hésite pas si tu veux rajouter des trucs sur ces points-là. On a déjà parlé, je pense, 200 fois aujourd'hui, mais petit rappel. Section emploi, site web, autant Ubisoft, Saguenay que Québec. Si vous voulez voir des opportunités d'emploi, c'est là. Pas des opportunités de stage, ce sont des opportunités de stage sur le site de l'UQAC. Donc, pour ce qui est des tests techniques, en fait, oui, excuse-moi, j'ai eu un petit blanc en même temps. Tests techniques, c'est un processus qui va dépendre, en fait, vraiment du métier, du gestionnaire puis du studio. Mais le test technique, c'est quelque chose, en fait, qui fait partie, d'un fois, de l'analyse d'une candidature, donc tout dépendant de ce qu'on recherche. Pour ce qui est des stagiaires et tout ça, nous, à Québec, personnellement, je parle pour Québec, là,
On n'a pas de test technique pour les gens en stage. On va vraiment se fier à leur portfolio, on va se fier à leur expérience, puis aussi qu'est-ce qu'ils sont capables de nous dire en entrevue. Ça va être vraiment plus standard. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça aussi du côté de Saguenay. Oui, même chose. On ne fait pas passer de tests techniques pour les stagiaires. C'est exactement la même chose. On va regarder aussi au niveau des game jams, qu'est-ce qui a été fait, puis le concours Ruby. Donc, c'est comme ça qu'on va valider, dans le fond, les connaissances des gens. Exactement. Puis quand on prend un peu plus d'expérience, à ce moment-là, on veut situer les personnes, puis ça nécessite d'avoir des petits tests techniques. Donc, je sais qu'à partir du moment qu'on est dans un poste officiel permanent, affiché sur notre site web, nous, à Québec, on a un test qui colle bien avec votre profil. Puis on a même 2-3 scénarios de test, tout dépendant de votre profil. Donc, et c'est souvent des trucs qui sont très user-friendly, qui se font à la maison, puis qui prennent à peu près 2 heures gros max, là, puis c'est fait. Donc, voilà. Pour ce qui est des stages, on l'a dit mille et une fois. Pour ce qui est de Québec, je vais peut-être préciser un peu plus pour Québec, parce que Saguenay, on a déjà fait le tour, mais nous, nos stages, en fait, généralement, quand une session commence, il y a un affichage qui commence. On a à tous les sessions, en fait, des opportunités de stage en programmation dans presque tous les métiers. Ça va vraiment dépendre du contexte, de où sont rendus nos projets, puis de certaines équipes qui sont plus grandes, plus prêtes à accueillir des stagiaires, d'autres qui sont un peu plus jeunes, donc c'est plus difficile pour eux d'accueillir des stagiaires. Mais dans la majorité des profils que Daniel a présenté tout à l'heure, le programmeur gameplay, programmeur engine, tout ça, il y a des opportunités de stage. Je vous avouerai qu'en gameplay, il faut faire vite parce qu'en fait, on en reçoit beaucoup en gameplay. Je sais que le métier de Daniel en rejoint pas mal dans votre groupe, mais quand même, on en charge dans tous les métiers. Donc, c'est certain que si vous avez un intérêt en gameplay, mais vous devez être rapide. Donc, c'est important de nous l'envoyer en fait en candidature spontanée s'il n'y a pas d'affichage d'ouvert. Donc, nous l'envoyer sur notre site web. Vous pouvez passer sur QR Recrutement qui est vraiment tout pour nous rejoindre directement avec une candidature spontanée. Vous pouvez nous écrire comme ça. Je sais qu'il y a des étudiants déjà de l'UQAC qui m'ont écrit comme ça, qu'on a échangé de cette manière-là. Passez par le concours Ubisoft aussi, si vous avez un intérêt pour Québec, là, ça va me permettre justement de vous donner les infos. Et lorsqu'on affiche à l'UQAC, bien évidemment, on passe par Justine, puis on passe par l'affichage de l'UQAC. Donc, vous allez les voir apparaître. Mais pour vous donner une petite idée là, d'échéancier, on a affiché nos stages en septembre pour l'hiver. Donc, généralement, on est à peu près à ce genre de délai-là. Là. Donc, ça décale. Après ça, en janvier, on va afficher pour l'été et vice-versa. Donc, voilà. Puis, tu sais, je sais que vos profils sont un petit peu... votre cheminement scolaire est un petit peu différent de d'autres universités où, c'est au courant de l'été que vous diplômez ou que vous êtes disponible pour un stage, dites-vous qu'on s'adapte, il n'y a pas de problème, on est capable on est flexible. Donc, si jamais vous avez des enjeux par rapport à votre moment que vous rentrez versus tout ça, on en jase, on s'arrange, puis il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, deux derniers petits points, concours prototype de jeu. Écoute, je ne repasse pas là-dessus, concours Ubisoft. Si vous n'êtes pas inscrit déjà, inscrivez-vous pour l'année prochaine. Et là, c'est tout juste, c'est tout récent. On a eu le punch aujourd'hui. Mais inscrivez-vous, c'est vraiment une super expérience très concrète. Médias sociaux du studio, je dirais même des studios. Vous êtes intéressé par Saguenay, Québec, allez vraiment Facebook, écoute, Instagram, on est partout, en fait. Twitter, même si vous êtes la seule personne qui va sur Twitter, allez sur Twitter, on est là aussi, on va vous accueillir les bras ouverts. Fait que suivez-nous si vous ne voulez pas manquer, en fait, tous les événements, les soirées portfolio. Si vous ne voulez pas manquer, en fait, tout ce qu'on organise comme truc, c'est vraiment là-dessus qu'on affiche tout. Il y a même des opportunités d'emploi, des opportunités qui se présentent là-dessus. Fait que vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. À date, on n'est pas encore sur TikTok ou Tinder, mais on travaille là-dessus. Mais tous les autres, on est là. Tous les autres, on est là. Donc, voilà pour ce qui est des médias sociaux. Ça fait pas mal le tour par rapport à tout ça. Donc, je vais passer à ma prochaine slide qui est des visages en HD, qui est très peu représentatif d'aujourd'hui parce qu'il y a juste moi qui est là, en fait, dans les trois. Isabelle Joly, évidemment, qui est la collègue de Sophie, qui a donné le flambeau à Sophie pour la présentation. Et Émilie, qui est ma collègue, en fait, à Québec comme recruteur, donc elle fait le même travail que moi, qui aussi était là l'année passée. Donc, c'est l'ancienne photo de l'année passée. Donc, vous pouvez nous suivre, en fait, si vous avez d'autres questions, des trucs qu'on n'a pas approfondis ou vous sentez que c'est peut-être pas la bonne place pour poser votre question, ajoutez-moi sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Évidemment,
dans un délai raisonnable. J'essaie de répondre à tout le monde le plus vite possible, mais ce n'est pas toujours facile, mais ça me fait plaisir si vous m'ajoutez sur LinkedIn. Je vais laisser pour Sophie et Daniel s'ils sont ouverts aussi aux invitations LinkedIn, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Même chose pour moi, sans problème. Je suis toujours disponible. Moi aussi, j'essaie de répondre à tout le monde avec le meilleur de mes connaissances de ce qu'on peut faire à Saguenay en ce moment. Donc, gênez-vous pas, je suis disponible. Moi aussi, je suis peut-être un petit peu plus lent sur LinkedIn. Là. Je ne vois pas souvent. Je ne mets pas à jour souvent. Mais un jour, ça va arriver. Ne prenez pas ça personnel. Si vous avez une réponse un mois plus tard, c'est juste des fois, c'est difficile de répondre à tout le monde. Et voilà. Puis là, on voit Daniel Bouchard qui, malheureusement, est défunt sur cette photo-là. Donc, on dirait un cercueil, mais bref. Je ne vais pas ne pas la placer, mais non, Daniel est bien en vie. On le voit ici. Voilà, ça conclut en fait la présentation. Je sais qu'on a doublement débordé. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je vous laisse peut-être une dernière petite chance de lever la main ou de poser votre question. Sinon, on se rejase sur LinkedIn, on se rejase dans d'autres contextes. Donc, je vais faire un décompte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Parfait, c'est fini. Donc, vous pouvez y aller. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Daniel, merci à Sophie. C'était vraiment un plaisir. Vous étiez une grosse gang. Fait que c'est vraiment le fun quand tout le monde est là, comme dans ce cas-ci. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que, au plaisir. Écoute, moi, merci à tous. Juste avant de terminer, en tout cas, cette présentation-là, je suis là. Je vois que les messages pop dans le chat, mais c'est tout pour dire merci. Puis moi, je ne saurais remercier suffisamment David, Daniel et Sophie d'avoir levé la main, d'avoir dit présent pour la rencontre. Merci aux étudiants d'avoir répondu en aussi grand nombre. Je suis très contente que le message se soit rendu à autant de gens. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter donc maintenant ces références-là chez Ubi. Ceux qui n'ont pas de compte LinkedIn, c'est le moment ou jamais d'en créer un. Premier pas vers, dans le fond, des démarches professionnelles. Donc, je vous invite à le faire. Je me suis permis d'envoyer des liens dans le chat à intervalles réguliers selon les sujets qui étaient traités par David et par Daniel, ainsi que Sophie. Donc, sinon, sur le site ucac.ca/dim, tout est là. Sinon, je suis rejoignable facilement par courriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bye bye. Justine. Merci Bonne tout le monde. fin de journée. Bye. Bye.